Films, séries, musique, jeux vidéo, livres, toute la pop culture est dans Allo Central. Avec un E. Sur Radio Kawa. Sans le E. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 106 d'Allo Central. Nous sommes le mardi 24 septembre si vous nous écoutez le jour de la sortie. Et aujourd'hui, chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison. Une saison plus courte puisque celle-ci ne comportera qu'un épisode par mois, soit 11 épisodes, mais une délicieuse saison quand même. Et pour débuter cette nouvelle saison comme il se doit, nous vous avons concocté un épisode spécial coup de cœur multithème autour des découvertes de l'été. Puisque oui, l'été n'est pas seulement un moment dédié à la canicule et aux cocotiers, mais c'est aussi un moment privilégié pour prendre le temps de faire des découvertes. Mais bien entendu, pour parler coup de cœur ce soir, je ne suis pas seule. J'ai convié beaucoup, mais alors beaucoup de chroniqueurs ce soir autour de ma table basse. Parmi nos habitués, nous retrouvons Lucille, Meuret, Azura, Nikouz et Marvin. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez passé un bon été. Oui. Et comme annoncé dans la conférence de rentrée de Radio Kawa, nous accueillons dès aujourd'hui de nouvelles voix en la présence tout d'abord de Célia. Bonsoir. Salut, bonsoir. Alors toi, tu es une habituée du micro, mais c'est ta première expérience de podcast. Oui, c'est ma première expérience de podcast pur, parce qu'à chaque fois j'ai fait des formats qui ensuite a été transformés en podcast, mais qui étaient plutôt filmés, donc voilà, là c'est la première fois que c'est un vrai podcast. Le baptême du feu. Oui. Et nous avons aussi parmi nos petits nouveaux, nous avons Antoine. Bonsoir. Coucou. Donc toi aussi tu as une expérience radiophonique, une petite. Commence. Tu es passé par où ? Je suis passé notamment par Radio Stockholm pour le temps de 2 petits épisodes très sympathiques. Pour information, chers auditeurs, c'est le moment que vous attendez tous, c'est le moment de lancer notre tour de table. Et pour commencer, je vais donner la parole à Marvin. Toi, tu voulais nous parler de Kimetsu no Yaiba. Exactement, Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer. Alors, c'est une œuvre qui est un shonen, qui a été déclinée en light novel, en animé et en manga, qui est disponible sur Wakanim et Manga Plus. Manga Plus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le service de lecture en ligne de la Shueisha, qui édite le Shonen Jump, etc. Donc pour Kimetsu no Yaiba, donc grossièrement, c'est l'histoire de Kamano Tanjiro, qui habite avec sa famille, tranquillement dans les bois, tout se passe bien, voilà, un peu de neige, tout ça, c'est beau, c'est mignon. Donc lui, il part en ville pour aller apporter un peu de charbon, pour ensuite récupérer un peu d'argent pour sa famille. Il revient un peu tard, le Tanjiro. Et ce qui se passe, c'est qu'il retrouve toute sa famille morte, sauf sa petite sœur. Hashtag la bonne ambiance. Exactement, grosse ambiance. Sa petite sœur, et on découvre aussi que sa petite sœur s'est transformée en démon. Cool. S'ensuit donc toute une quête de Tanjiro et sa sœur Nezuko pour essayer de trouver un moyen du coup de lui rendre forme humaine. Donc franchement c'est un animé, enfin j'ai commencé un animé pour le coup. Franchement c'est assez joli, ils utilisent pas trop la CGI, enfin les modèles 3D de manière abusive, enfin c'est pas moche, c'est pas Berserk quoi. Désolé, c'est méchant pour Berserk. Ça balance. Et non, en fait ils l'utilisent de manière assez intéressante, c'est-à-dire que quand un sujet est assez éloigné, on voit que c'est un modèle 3D, mais c'est pas dérangeant vu que ça dérange pas au niveau de l'action, la lisibilité. En ce qui concerne les combats, parce que oui, il y a les combats, puisque ça s'appelle Demon Slayer, des épées magnifiques, des animations qui sont pas mal, c'est pas excellent. Et vraiment, je trouve qu'il y a vraiment un bon taf dessus. L'histoire est pas mauvaise. Au début, ça a l'air un peu bateau et finalement, ça commence à gagner en profondeur. Je ne dis rien sur l'histoire, à part que le méchant ressemble à Michael Jackson. Voilà. Il y a une scène dans une ruelle. Il est là avec son chapeau, genre qui cache ses yeux. Il remonte son chapeau et il y a un montage sur Twitter où il fait une sorte de moonwalk. Enfin bref. Et sinon, globalement, c'est vraiment quelque chose un animé que j'apprécie. Du coup, j'ai continué à lire en manga de manière légale, hein, je tiens à préciser, les styles de Scantrad n'existent pas. Le style est respecté, globalement, et j'ai l'impression que l'auteur sait où il va, puisque où j'en suis, on commence à arriver à une sorte de pseudo-conclusion. Oui d'accord, c'est pas encore totalement terminé, mais on approche d'une probable fin. Exact. Et on est à combien de tomes à peu près ? Alors je saurais pas le dire, parce que c'est uniquement des chapitres avec leur numéro, mais D'accord. je dirais que s'il y a à peu près 10 chapitres par tome, 17. D'accord, ça reste un nombre raisonnable pour ceux qui ont envie de débuter la série. C'est pas One Piece tout simplement, donc ça de toute façon, personne n'est One Piece, hein. Clairement. Ouais. Donc toi, c'est un coup de cœur parce que... Ouais, parce que franchement, c'est intéressant. Enfin, il y a plusieurs styles, du coup, de personnages dans l'anime, notamment un que j'aime bien qui s'appelle Zenitsu, qui ne veut jamais se battre. Jamais. Mais il se bat uniquement quand il s'endort, en fait. Et vous avez pas vu ma tête, mais j'ai fait une tête genre... What ? Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'il s'endort, il fait des trucs qui sont magnifiques. Ça doit être le Sakuga. Un Sakuga, c'est une scène qui coûte extrêmement cher en animation. Ah oui. Et qui rend très bien. Et du coup, il y a un Sakuga de ce personnage qui est magnifique.
Je dirais pas quel épisode, je dirais pas quand, mais essayez de regarder ça, c'est pas mal. Donc toi, tu as aimé parce que du coup, il y a des super scènes de combat. Et c'est vrai que t'en avais déjà parlé, je crois, dans le dernier épisode de la saison dernière, de ces fameuses scènes de donc, les sakuga, ça se dit ? Ouais, sakuga. D'accord. Ouais, c'est quelque chose de récurrent, j'ai compris ton petit gimmick. Mais sinon, l'histoire, elle est bien. L'histoire est bien, oui, et puis le design a l'air plutôt... C'est marrant parce que le design me semblait assez rétro au niveau du dessin. Mais en fait, c'est plutôt récent parce que c'est quoi, 2010 ? Alors, ça a 3 ans de parution, donc... ouais, c'est ça, 2017. 2016. Ouais. Très honnêtement, j'aime bien plutôt le manga pour le coup parce que l'auteur réussit à faire des contrastes assez forts entre les scènes de comédie entre guillemets et les scènes de combat qui sont vraiment avec des traits forts, tout est ultra détaillé alors que des fois les persos c'est une tête avec 2 points, voilà. Donc vraiment, elle arrive il a un équilibre en fait. D'accord. Et juste, est-ce que tu peux rappeler, c'est édité chez qui ? En France, c'est édité par Panini. D'accord. Et au Japon par Panini Comics. Par contre, on peut regarder sur Manga Plus. Manga Plus, une application disponible sur Android, iOS. Et encore une fois, c'est fait par la Shueisha, donc ceux qui publient le Jump, le V-Jump et tout ce qui s'ensuit. Ouais, le panthéon du... Exactement. du shonen. Ça marche. On va rester dans le côté un peu shonen, bataille, épiques, n'est-ce pas ? On arrive à un sujet assez touchy, il faut le dire, puisque nous arrivons à la partie de Azura et d'Antoine qui ont eu un sujet commun cet été, de toute évidence, un sujet de feu, en tout cas un sujet qui a mis le feu à la conversation. Je veux bien sûr parler de Fire Emblem Three Houses. Donc qui veut commencer à présenter l'histoire ? Azura. Oui, bon, alors tout le monde est très étonné que je parle de Fire Emblem. Très. Donc, Fire Emblem Three Houses qui est l'épisode d'une longue série de jeux qui a commencé dans les années 90, qui a connu des hauts et des bas, vu que c'est une série qui aurait dû mourir il y a quelques années, mais qui finalement aujourd'hui se porte très très bien et Nintendo est heureux. Oui, c'est un jeu de Nintendo, mais essentiellement normalement développé par Intelligent System, mais on va en reparler par la suite. En fait, comme depuis les 3 derniers épisodes, on a le protagoniste principal qui est incarné par le joueur, ou protagoniste secondaire, par exemple dans Awakening. Il y a moins de personnalisation que dans les 2 opus précédents. Par exemple, là, vous choisissez juste si vous êtes un homme ou une femme, 2-3 trucs, votre anniversaire, enfin, pas grand-chose au final, mais ça s'explique parce que dans les cinématiques, ils avaient besoin d'utiliser le personnage. Et donc, vous allez vous retrouver très très rapidement impliqué dans les problèmes du continent de Fodlan, qui est un nouveau continent dans la série, et donc les tensions qu'il y a entre les 3 pays, c'est pour ça qu'il s'appelle 3 maisons chez nous. En fait, vous intégrez un peu par hasard, enfin, c'est la force des choses qui va vous entraîner dans ce Fire Emblem. On va vous dire, vous allez vous occuper d'une des 3 maisons. Donc dès le début, on impose un choix. On connaît presque pas les élèves, presque pas les tenants et les aboutissants. Ça se passe dans une école. Ouais, moi j'appelle ça la Suisse parce que non, en fait c'est un peu comme le Vatican concrètement. C'est une école de formation pour tous les élèves qui veulent devenir chevaliers à Fodlan, mais c'est au milieu des 3 territoires. Donc d'où le nom de la Suisse, vu qu'en général ça s'implique pas trop ou plus ou moins, ou en tout cas ça ne prend pas parti. Donc ce qu'instaure ce Fire Emblem, c'est qu'il remet au goût du jour la progression forcée, on va dire, dans la série. Il y a un timing, il faut être là, c'est un peu comme Persona, on a un calendrier à suivre. Et à travers ce calendrier, vous allez mettre en place des activités pour vos élèves, vous allez les former, il va y avoir des batailles, à chaque fin de mois, il y a the big moment du mois, et là vous retrouvez plus les mécaniques classiques du Fire Emblem avec les maps, mais c'est un peu compliqué d'expliquer tout le game design du jeu parce que ce Fire Emblem, c'est un mash-up de tous les autres Fire Emblem. Enfin, ça reprend un petit peu de Genealogy of the Holy War, ça reprend un petit peu de ce qu'on avait sur Path of Radiance et Radiant Down, notamment pour le déplacement des unités à cheval. Donc bon, je vais pas expliquer tout ce côté-là, mais grosso modo, Fire Emblem, c'est un TRPG qui est très très bien fichu, très accessible pour ceux qui ont des difficultés, parce que Nintendo permet de choisir de ne pas avoir ces personnages qui meurent. Normalement, dans la série, un personnage meurt, il meurt. On peut choisir de conserver cette feature, mais on laisse la possibilité. Et donc, pour éviter de spoiler, je vais pas trop m'avancer. Ensuite, si on regarde les trailers, on comprend très vite que on suit nos élèves pendant grosso modo 1 année, et ensuite on a un événement qui va déclencher la guerre, et ensuite on les retrouve 5 années plus tard. Et souvent pas en très bon état, en fonction de la maison qu'on a choisie. Donc du coup, j'imagine que le scénario s'adapte en fonction de la maison que tu as choisie. Mais du coup, c'est pas de bol parce que vous avez choisi la même maison. Alors, j'ai commencé
j'ai commencé une autre. Donc il y a des maps qui se retrouvent, mais il va y avoir des spécificités. C'est surtout scénaristiquement, on apprend des éléments qu'on n'avait pas forcément de l'autre point de vue. Par exemple, d'un point de vue, je pense qu'il y a des maisons qui paraissent être très méchantes. Et une fois peut-être qu'on a fait ce chemin, on comprend mieux les choix, ou pas du tout. Mais ça sera à vous de voir. Et puis même, par exemple, il y a l'église. Donc l'église, oui. Donc l'école qui est dirigée par l'église, dont on ne connaît pas tout. Et enfin, si j'avais un conseil pour ceux qui font le jeu, il faudrait faire la route bleue et la route rouge pour avoir tous les éléments scénaristiques. D'accord. Et du coup, toi par exemple Antoine, pourquoi c'est un coup de cœur Fire Emblem ? Le premier truc qui frappe dans ce Fire Emblem, c'est vraiment le côté très attachant de tous les personnages, puisque quand tu débarques au sein de l'académie, tu as donc 3 maisons qui représentent les 3 royaumes, et on te demande de devenir l'enseignant d'une des 3 classes. Donc ils ont tous 8 élèves, avec chacun vraiment tous leur archétype. La character designer, elle a bossé sur des automégames, dans des jeux de drague, donc elle sait faire des personnages attachants dès le premier regard. Et dès le début, en fait, le simple choix de ta maison, c'est un choix qui est déchirant, parce que t'as envie de tous les voir grandir, de tous les protéger, et puis tu as très peur, étant donné que t'es dans un Fire Emblem, et que tu sais qu'il y a des tensions entre les 3 fameux états, tu as très peur aussi de te retrouver sur le champ de bataille avec des doudous à devoir abattre. Donc c'est horrible. Ça te prend vraiment aux tripes très très tôt, et moi ce qui me frappe vraiment sur ce jeu, c'est aussi son hyper générosité. C'est un jeu qui fourmille de tas de choses, de tas de systèmes. D'abord, il y a vraiment des tas d'outils disponibles pour remporter la bataille, tellement même que le jeu est, je trouve, un peu facile dans sa difficulté normale, parce que tu n'as pas besoin finalement de maîtriser parfaitement tous ces systèmes. Moi, au bout de 20 heures, il y avait encore des systèmes que je comprenais pas et dont je voyais pas forcément l'utilité. Juste pour la difficulté, depuis l'épisode Awakening, la difficulté normale a été revue à la baisse, et pour ceux qui sont habitués à la série, on met par habitude le difficile tout de suite en fait. C'est ça, et même la difficulté complètement maboule qui est arrivée en mise à jour juste lunatique. Après, voilà, qui est fait pour vraiment te faire souffrir. Et c'est ça, c'est un jeu qui a envie de te faire souffrir, parce que c'est un jeu qui va essayer de te briser le cœur à plusieurs reprises, parce que le but du jeu, c'est de passer du temps avec ces personnages, c'est de gérer ton temps, de voir comment tu veux les faire grandir, vers quelle classe ils vont aller, par exemple. C'est aussi un truc qui m'a frappé, c'est que dans ce jeu, il y a plus d'une 30aine de personnages jouables en tout, séparés entre les 3 classes et le corps enseignant, et chacun peut prendre n'importe laquelle de la 40aine de classes qu'il y a dans le jeu. Ça fait beaucoup de modélisateurs 3D impliqués, il y a près de 150 graphistes qui ont bossé dessus, alors qu'il n'y a que 10 programmeurs à côté. Ça fait très drôle au générique, la différence. Donc ouais, c'est un jeu qui veut que tu t'attaches pour ensuite mieux te piétiner. C'est un truc de maso en fait. C'est un truc un peu de maso, et c'est aussi pour ça qu'il y a toujours eu un peu ce débat sur la disparition de la mort permanente des personnages dans Fire Emblem, parce que c'est aussi un petit peu le côté, j'ai un personnage qui est mort, je vais recommencer toute la mission pour le sauver. Alors que là maintenant on t'a mis aussi des options, ce qui est très bien, c'est toujours bien d'avoir des options, parce que il y a des tas de gens qui ont jamais joué un tactical de leur vie et qui vont perdre toute leur classe dans les 3 premières missions. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé. Alors c'est pas sur ce jeu-là, mais c'est sur un autre qui est sur 3DS. Et du coup, je commençais à jouer, je disais c'est pas mal, c'est joli, machin. Et puis paf, j'ai un personnage qui meurt, il me dit mais là il est mort. Hein. Et j'étais genre comment ça va pas non. Ça fait 10 minutes que je joue là, ça va pas du tout. Du coup j'ai éteint, j'ai recommencé ma partie et j'ai choisi l'option pour que mes personnages ne meurent pas, parce que j'avais pas envie d'être frustrée justement. Et c'est ça, donc c'est vraiment un jeu qui a une quantité de contenu incroyable. On parlait justement du simple fait qu'il y a 3 scénarios de base selon la maison que tu choisis, et il y a même un des scénarios qui se sépare en 2 à un moment. Donc 3,5. Voilà, concrètement, ouais, même on peut dire 4. Moi, j'hésite pas à dire 4 étant donné les changements que ça fait. Et c'est presque pour le meilleur comme pour le pire. C'est peut-être le petit défaut que j'aurais trouvé, c'est qu'il a énormément de contenu, mais parfois il a un petit peu du mal à te communiquer, je trouve, sa propre immensité. C'est-à-dire que il a tellement de choses à te montrer et tellement de façons d'y accéder que des fois il est obligé d'éclater le contenu jusqu'à atteindre vraiment des quantités très infimes. Et donc par exemple tu te retrouves avec où les personnages, quand ils ont passé suffisamment de temps ensemble sur le champ de bataille, ils vont avoir une petite scénette qui va montrer leur rapprochement. Multiplie ça par le nombre de personnages et le nombre de combinaisons possibles, ça te fait énormément de petites scénettes. Mais ces petites scénettes, elles doivent quand même te raconter un minimum quelque chose sur le personnage. Seulement tu en as tellement à faire qu'au final tu te retrouves avec des scénettes, tu peux avoir l'impression que ça te raconte rien tellement ils ont éclaté le développement des persos sur toutes ces petites scènes. Ensuite, si je devais nommer des défauts, c'est que Nintendo, en tout cas Intelligent System, ne maîtrise pas encore cette espèce de découpage en 2 parties. Donc la première fois que ça avait été utilisé, c'était Genealogy of the Holy War. Et là, le fait de proposer plusieurs scénarios, il
faut recommencer le jeu. Et la partie 1 est très longue. Quand on l'a fait la première fois, on savoure la partie 1. Mais quand on le refait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et surtout, en fait, quand on arrive à la partie 2, c'est la partie croustillante. C'est-à-dire qu'on a connu nos élèves, et là, ils sont en souffrance, ils ont du mal avec ce qui se passe, et tout va très vite. Alors, tout va très vite chez les bleus, j'en ai parlé pour ceux qui ont fait la Maison Rouge, donc les aigles de jet, chez nous, la Maison Rouge, tout va très vite chez les aigles de jet, et la Maison Jaune, je sais plus trop ce qui se passe. Enfin, moi, je les ai toujours pris pour les folkloriques, la Maison Jaune. Je crois que globalement, dans tous les jeux, tout le monde a un problème avec les jaunes. Dans Pokémon Go, c'était pareil. Mais ils sont très sympathiques, enfin, ils sont très rigolos. Et je les avais quasiment tous recrutés. D'ailleurs, c'est un peu mon objectif maintenant, en refaisant les routes, c'est que je veux tous les recruter pour pas pouvoir les tuer. Et donc oui, on parlait des programmeurs et des modélisateurs. Il faut savoir quand même que ce Fire Emblem, c'est le premier qui utilise autant d'animations, autant de personnages donc en 3D. La série est pas connue pour être belle, donc c'est vrai que j'ai pas trop compris le clashback sur Twitter. Peut-être que ça a trop de notoriété, ou peut-être que les gens sont pas contents de voir les personnages arriver sur Smash Bros, j'en sais rien. En fait, c'est une série qui n'est pas forcément très connue à la base. Enfin, avant, c'était une série de niche. Et là, elle commence à être vraiment connue. La preuve, Nintendo a voulu tuer la série après Radiant Dawn. Et maintenant, Nintendo gagne plein d'argent grâce à Fire Emblem Heroes, et ils sont très heureux, qui est donc le jeu mobile de Fire Emblem, où ils ont mis tous les trucs à waifus, bandeaux, enfin comme ça on s'en débarrasse dans les jeux principaux. Donc en critique, oui, c'est que en fait Nintendo en ce moment, ils ont beaucoup de mal avec la 3D. Ils ont beaucoup de mal à s'approprier les nouveaux moteurs de jeu, et ça se sent sur ce Fire Emblem, ça se sent sur tous les jeux Nintendo qui sont sortis, même s'ils sont très bons. Il y a peut-être le Mario Odyssey qui passe, mais même le Zelda, on sent la souffrance. Là, ma Switch, c'est la première fois que j'entendais le ventilo de la Switch s'activer quand j'étais en mode portable. Donc c'est assez, c'est pas inquiétant, mais en tout cas là, va falloir peut-être que Nintendo, de manière générale, mette plus de billes en technique pour s'approprier la 3D. Et c'est peut-être la plus grosse critique sur le jeu, hormis que scénaristiquement va peut-être falloir embaucher d'autres scénaristes, parce que il y a des gimmicks qui reviennent depuis 3 épisodes, et là va peut-être falloir tuer la personne qui a la scénarisation. Du coup, j'ai une dernière question. Vous, c'est violent. Tuer la personne et la remplacer, c'est pas mal aussi. Hein, j'ai une dernière question. Du coup, vous êtes des adeptes de Fire Emblem depuis combien de jeux à peu près? Vas-y, réponds. Moi, je fais partie de ces dingos qui ont vraiment découvert avec Awakening, et qui avant avaient fait que survoler, notamment les épisodes Game Boy Advance, notamment Sacred Stones. Et j'ai vraiment pris le train en marche avec Awakening, parce que c'était la bonne occasion, c'était le bon moment pour moi de m'y lancer. Et j'ai vraiment passé de très bons moments sur Awakening, et encore plus sur Echoes, qui reste aujourd'hui mon préféré de ceux que j'ai joué. Petit coup de cœur personnel. Donc moi, c'est à peu près 6-7 épisodes depuis Path of Legends. Ça a été le premier Fire Emblem que j'ai fait. J'ai beaucoup de problèmes sur Sacred Stone, j'ai du mal à le faire. Mais cet épisode, clairement depuis l'épisode 8, c'est le plus ambitieux, c'est également le plus agréable à jouer, même si Awakening a énormément de qualité. Par exemple, cet épisode, au niveau de l'interface, ils sont à la rue, Nintendo, il y a un problème, alors qu'Awakening était très très bon là-dessus, et surtout il a sauvé la série. Donc ça fait longtemps que je connais la série, et tant mieux, il est bien, et on a un DLC qui arrive l'année prochaine, donc ce n'est pas encore fini. Okay. On va pouvoir encore savourer un peu plus longtemps le jeu. Ça marche. Du coup, c'est un jeu qui est quand même abordable, du fait de pouvoir choisir cette petite option de ne pas mourir, enfin de pas faire mourir tous ces personnages d'un coup. En fait, tu choisis ton niveau de difficulté, tu choisis si tes personnages meurent, s'ils reviennent pendant la bataille, s'ils reviennent après. Enfin, il y a eu beaucoup de critiques. Le plus important, c'est que la série puisse survivre, en fait. Tu en as à combien d'heures de jeu? Alors, sur celui-là ou sur la série en général? Sur celui-ci. Celui-ci déjà, ça sera assez bien pour que les gens se rendent compte qu'il faut dire non à la drogue. Sinon, ça se compte en années. Non, alors sur celui-ci, en fait, j'étais assez raisonnable parce que j'avais autre chose à faire dans la vraie vie. Mais j'en suis... Alors, sur ma première run, donc chez les Lions de Saphir, en normal classique, difficile classique, j'ai fait 72 heures. Et je pense aller plus vite sur les rouges parce que les aigles de jet, je les aime pas et j'attends juste d'en finir. Oui, j'ai fait similaire, j'ai fait environ 60 heures sur ma run, sachant que moi j'ai été en normal parce que j'avais envie quand même d'apprécier le truc, de pas... Et en difficile, on souffre. Enfin, il y a des moments où on souffre. Ouais, c'est vraiment pour les performeurs, en fait. Mais déjà, en normal, selon la façon dont tu joues en normal, tu peux te retrouver dans des situations un peu problématique. Il y a une autre aide dont t'as pas parlé qui est arrivée notamment avec Echoes, qui est que tu peux remonter dans le temps un certain nombre de fois par match pour remonter quelques tours jusqu'au début du match même, pour éviter par exemple de perdre une unité tragiquement. Et tu peux aussi te mettre des petites contraintes. Moi par exemple, quand j'étais dans la seconde partie du jeu, j'ai tout fait pour essayer de pas buter des élèves. Oui. Et du coup tu te retrouves avec des élèves qui sont placés stratégiquement sur les maps. Oui, c'est horrible. Et essayer de les contourner, ça te rajoute vraiment de la difficulté.
Et ou essayer de les maintenir en vie. Et t'as des événements horribles aussi. Par exemple, parfois t'essayes de les sauver, mais tu peux pas les sauver. J'ai joué aussi à Fire Emblem. Pour le coup, je vais pas les troller. Je crois que j'ai à peu près une 60aine d'heures. Le jeu m'est un peu tombé des mains parce qu'en fait, je le trouve un peu trop simple, même en difficile, pour une raison. C'est que par rapport, si tu prends l'exemple d'Awakening, le jeu te force à enchaîner les missions. Et il faut que tu te débrouilles correctement pour pouvoir récupérer de l'XP avec les persos qui t'intéressent pour pouvoir monter et avoir une équipe à peu près cohérente. Ils ont brisé cette mécanique en permettant de faire un nombre de combats, des combats quand tu veux et entraîner les persos quand tu veux. Et je trouve que ça a un peu cassé quelque chose dans Fire Emblem. Même si j'aime bien le jeu en vrai. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est quand même un jeu de gros maso. Donc du coup, c'est un jeu, je le comprends, c'est foisonnant, il y a plein d'histoires, les personnages sont quand même riches parce que du coup, chacun a quand même son background, donc c'est quand même vachement cool. Il est tellement rigolo. Hein. Oui. C'est forcément, c'est aussi ça a l'air. C'est du coup bourré de fanservice aussi. Oui, j'imagine. Gentillet, mais... je pense que du coup, ça me fait une bonne transition pour le sujet d'après, parce que du coup, c'est un peu l'inverse du fanservice avec toi, Murray. Tu voulais nous parler de la série The Boys. Oui. C'est un peu l'inverse, quoi. Oui, The Boys qui est tiré d'un comics du même nom, bien que la série s'en éloigne un peu, raconte... alors, faut imaginer un monde de super-héros, on en connaît des séries de super-héros, sauf que c'est des super-héros qui arrivent qui sont dans notre monde à nous. Ce qui implique une chose, c'est que dans notre monde à nous, c'est l'argent qui fait la loi, et que donc ces héros, ils travaillent pour une entreprise. Alors c'est des héros américains, c'est les seuls héros qu'on trouve, c'est aux États-Unis, et ils travaillent donc pour une entreprise qui gère un peu tout, c'est-à-dire elle gère leur communication, elle gère leur publicité, les plus grands héros ils font des films, et elle gère aussi dans quelle ville ils interviennent, quand ils interviennent, et la série va suivre notamment 7 héros principaux, ce qu'on appelle les 7, qui sont des archétypes de héros qu'on connaît tous. On a Homelander qui est une sorte de Superman, Queen Maeve qui est une sorte de Wonder Woman, on a A-Train qui a un Flash, donc quelqu'un qui est très rapide, on a Translucent qui est clairement un homme invisible, en plus d'avoir la peau solide, il est complètement invisible. Et donc voilà, la série va se concentrer sur ces personnages-là et un autre personnage qui lui n'a pas de pouvoir, qui au début de la série est avec sa petite amie, donc il s'appelle Yugi, et il est avec sa petite amie dans la rue, et lui il a un petit boulot de base dans une sorte de drugstore où il répare des ordinateurs. Ils sont en train de parler du fait de pouvoir emménager ensemble dans la rue jusqu'au moment où A-Train, donc le Flash, la traverse et elle disparaît. C'est-à-dire que le personnage principal se retrouve avec les mains de sa copine dans les mains, et puis sinon il y a du sang partout. Et sur ce, A-Train s'arrête, fait je suis désolé, j'ai pas le temps, et il s'en va. Et donc la série, ça c'est les 5 premières minutes de la série, ça donne le ton. La série est très sanglante, manie beaucoup l'humour noir, mais est très très sanglante. Et rapidement notre héros va être contacté par un autre personnage qui s'appelle Billy Butcher, qui est joué par Cal Urban, l'homme qui ne sourit jamais, qui aimait beaucoup, dont moi, et qui va en fait lui faire comprendre que ces super héros là, tout le monde les adore, mais en fait ils sont surtout couverts pour toutes les conneries qu'ils peuvent faire, tous les dégâts qu'ils causent, parce qu'on imagine toujours, on pense toujours à Superman dans les comics qui sauve des gens, mais n'empêche que les batailles qu'ils font des fois ça détruit beaucoup de bâtiments, il faut imaginer un personnage comme Superman qui a une vision laser, quand il tire un laser sur l'arme d'un méchant, l'arme elle fond dans les mains du méchant et ça fait pas du bien. Ou quand il arrête une voiture qui roule beaucoup trop vite, n'empêche que le mec qui conduisait la voiture il prend un sacré choc. Qui arrive dès le début de la série, on voit la Wonder Woman qui intervient, le mec qui sort du camion et qui vomit littéralement ses tripes sur le trottoir, malade comme il est. Et donc la série, donc The Boys, va suivre Butcher, Yugi et 2 autres personnages dont le français, qui est mon chouchou de la série, qui est vraiment un français, donc qui parle avec un accent français, I love you very much, qui est très romantique. Et donc c'est 4 personnages qui vont en fait lutter contre ces super-héros. Ces 4 personnages-là qui n'ont aucun pouvoir, donc c'est un peu aussi l'un des trucs intéressants de l'intrigue, c'est qu'on a vraiment des personnages qui sont beaucoup trop forts. Enfin, faut imaginer un mec à la vitesse de Flash, comment on peut battre un mec comme ça, ou un mec qui est l'équivalent de Superman, et dont tu connais pas la kryptonite. C'est tout l'intérêt, je trouve, de la série. C'est cette lutte des 4 personnages-là qui sont un peu obscurs au passage, parce que notamment cet ancien agent de la CIA qui recrute le personnage principal, il est un peu sombre. On comprend il en veut beaucoup aux super-héros, on sait pas trop pourquoi au début, mais voilà, il a juste décidé de vouloir tous les tuer, quoi. Ok, et toi du coup c'est un coup de cœur parce que en fait j'ai trouvé ça hyper flippant, dans le sens où si demain il y avait des super-héros sur Terre, je pense que ça se passerait exactement comme ça. Il y aurait une entreprise qui les dirigerait, qui leur dirait quoi faire quand, qui s'occuperait de toute leur com, qui cacherait dès qu'ils feraient une connerie, et en fait c'est beaucoup trop réaliste comme série, je trouve, au-delà de son côté très
sanglant et de l'humour noir. C'est très réaliste et ça me plaît beaucoup en même temps. Et parce que elle surprend beaucoup la série. Je trouve que la série se permet de faire des choses et dans le politiquement incorrect notamment que d'autres séries ne feraient pas. Alors ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série aussi, c'est qu'en fait c'est d'avoir on connaît les super-héros classiques tels que Superman, Wonder Woman, mais de savoir de les retransposer de cette manière-là, savoir qu'est-ce qui se passerait s'ils avaient des émotions un peu mitigées, humaines, d'avoir de la cupidité ou des choses comme ça, et en fait et de se rendre compte que c'est des salopards et qu'ils abusent de leur pouvoir, c'est super intéressant, je trouve. C'était vraiment très fort. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé sur cette série, c'est le cynisme en fait qu'il y a dans cet univers, qui parle tout simplement de notre rapport aux icônes, aux idoles qu'on peut se créer et à l'image parfaite que ces personnes doivent avoir en permanence. Il y a un autre personnage dont on n'a pas encore parlé ici, qui est le troisième personnage principal, qui est qui est Starlight, qui est une jeune super-héroïne qui vient d'être recrutée pour faire partie du groupe de 7 super-héros principaux, et qui du coup c'est typiquement cette jeune fille un peu candide qui veut sincèrement sauver le monde et qui va découvrir une réalité à base de ça commence ouvertement sur du balance ton porc et du MeToo, parce que tu disais que la première mort de la série, c'était un petit peu la note d'intention, c'était le premier contact un peu rude. Moi je trouve que la vraie note d'intention du film, c'est simplement, même pas la scène à laquelle tu penses, c'est simplement quand la série commence et que tu as les avertissements relatifs au contenu qui arrive, et que tu vois nudité, viol, violence physique, langage grossier, interdit aux moins de 18 ans, t'as tout ce qui est possible d'un coup. J'ai trouvé ça finalement moins rude que ce qui était annoncé. Je sais pas pourquoi, je m'étais peut-être préparé pour rien. Mais ça dit vraiment énormément de choses sur toute cette industrie et toute la starification de ces personnes, cette déification presque. C'est une mythologie moderne aussi, hein, les super-héros. Donc. Mais de toute façon, la scène dans le nightclub te le fait comprendre tout de suite aussi. Tu regardes 30 secondes, déjà t'arrives pas à comprendre tout ce qui se passe en une seule fois, déjà. Ensuite, les dérives entre guillemets des super-héros, c'est que dans ce truc-là, on les voit très 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 bien, et il y a un dialogue entre deux personnes que je ne nommerai pas, qui te fait comprendre que exactement ce que vous avez dit, ils s'en fichent complètement parce qu'ils savent qu'ils sont intouchables finalement. Et effectivement, je suis d'accord, ça fait très peur. C'est une série qui est interdite aux moins de 18 ans ? Ouais. C'est bien possible, ouais. Ah ouais, quand même, donc ça veut dire que c'est quand même très violent et très choquant façon de parler, quoi. Alors violent, oui, il y a entre, je dirais, la copine du héros qui explose au bout de 2 minutes, et les lasers qui découpent les personnes ou plus, c'est violent physiquement, c'est violent psychologiquement, moralement. Vraiment, à la fin du premier épisode, ça attaque un peu. Moi je me souviens avec ma compagne avec qui on a regardé ça, on a mis une pause, on s'est dit bon, on fera le deuxième demain ou après-demain, parce que ouais, ça attaque sévère quand même. Alors j'ai pas vu la série puisque je boycotte Amazon, donc je n'ai pas Amazon Prime. Par contre j'ai lu les comics et je trouve ça cool dans un sens qu'ils aient réussi à faire visiblement une série qui aille vraiment dans le sens du comics, parce que le comics c'est vraiment de la démesure, que ce soit effectivement dans la violence, dans le rapport au sexe, dans le rapport au sexe violent, voilà, et à tout un tas de choses comme ça. Et je trouve ça assez impressionnant qu'ils aient réussi à faire, d'après la vie générale, une série assez fidèle, pas forcément dans l'histoire, mais dans le ton. Alors j'ai un tout petit peu lu le comics, mais j'ai pas voulu trop en lire avant de voir la série. Je sais qu'une des différences majeures, c'est que notamment dans cette lutte entre ces 4 personnages principaux, donc les boys et les super-héros, les boys profitent un peu, alors pas de pouvoir, mais d'une substance qui les rend un peu plus forts pour lutter un peu mieux, ce que la série ne fait pas. Et je trouve ça intéressant justement de voir cette lutte entre des personnages qui n'ont vraiment aucun pouvoir à part leur cerveau pour réfléchir, pour trouver une idée, pour s'occuper de ces super-héros, plutôt que de leur donner une puissance physique semblable. Et du coup, parce que moi j'ai pas encore vu la série, j'ai vu que c'était une série relativement courte, donc je pense que je vais m'y mettre très prochainement. Tu pourras squatter un bout de canapé si tu veux. Ah, s'il te plaît. Parce que je boycotte, mais j'ai quand même des convictions, tu vois. Bah oui. Mais du coup, visuellement, est-ce que c'est une série qui est quand même agréable à regarder, au niveau de l'image, des effets spéciaux et tout? C'est très joli, je trouve ça. J'ai pas été choqué par un effet spécial qui aurait été mal fait. Bon, après, on n'a pas des explosions. On n'est pas dans le premier, Man of Steel, où ils détruisent la moitié de Metropolis. Hein. On n'est pas dans cette bataille de Dragon Ball Z. Voilà. On est dans une série quand même. On reste dans une série télé. Ils ont mis quand même du budget, clairement. Il y a que 8 épisodes, une cinquantaine de minutes, 51 heures à peu près. Et ça s'annonce en une suite ou pas? Oui, clairement. Ça a été un gros succès. Alors, ce qui est très drôle, c'est que ça a eu un succès dès la sortie, qui était plus du succès de bouche à oreille qu'autre chose. Et au début du mois de septembre, j'ai vu beaucoup de pubs dans les transports sur The Boys, Facebook, alors que la série était sortie fin juillet. Alors, je pense que les gens ont attendu la fin des vacances pour refaire de la pub sur le sujet.
notamment une fresque assez jolie dans une gare de métro. Je me souviens plus laquelle, si quelqu'un s'en souvient, mais une fresque. Une fresque The Boys. Ouais. Non, mais il y a même des pubs à la télé pour cette série. Ouais. Donc c'est devenu assez fou. Mais je trouve ça dingue d'ailleurs qu'on fasse une pub à la télé pour un truc interdit aux moins de 18 ans sur un média Amazon Prime. Enfin, c'est quand même bizarre. C'est de niche un peu. Hein. Bah c'est ça parce que c'est comme tu vois par exemple on a très peu de pubs Netflix par exemple à l'inverse c'est le même type de média finalement. Ouais, mais au final Amazon Prime a pas le même rapport que Netflix dans le sens où ils ont pas les mêmes chiffres clairement. Moi il y a quelques séries que je regarde depuis très longtemps sur Amazon Prime, Bosch notamment qui est une de leurs premières, mais clairement ils ont pas la même audience et je pense qu'avec The Boys ils peuvent faire vraiment parler d'eux et je trouve pas ça déconnant quelqu'un qui me dirait je me suis abonné à Amazon Prime pour The Boys clairement. Ouais. Ça peut être un très bon produit d'appel. En tout cas, c'est rigolo parce que du coup, il y a un personnage qui s'appelle Flash là-dedans. Alors c'est A-Train. C'est vraiment le train, c'est vraiment l'image du train, ouais. Mais c'est vraiment l'équivalent de Flash. Bon, c'est pas grave parce que du coup, ça me fait quand même la transition sur ce que le sujet de Lucille. Toi, tu voulais nous parler de Flash ou le Grand Voyage. Voilà, parce que moi, je suis une vieille personne. Alors pendant mes vacances, je lis des livres avec des mots. Voilà, il n'y a pas d'image. Non, blague à part. Cet été, je me suis fait une petite pile à lire et j'ai le livre qui m'a le plus marqué. Donc, s'appelle effectivement Flash ou le Grand Voyage. C'est un vieux bouquin. Ça date de 1971. Enfin, un vieux bouquin. Tout est relatif, mais ça date de 1971. C'est français. Et c'est en fait une autobiographie romancée d'un type qui s'appelle Charles Duchossois. Ça raconte l'histoire, en fait, ça raconte son voyage depuis la France jusqu'au Népal, en passant par la Turquie, le Moyen-Orient et l'Inde. Ça raconte donc tous ces petits larcins, toutes ces petites magouilles, parce qu'évidemment, ce n'est pas un enfant de cœur. Et surtout, ça raconte sa découverte de la drogue, d'où le titre du livre, Flash, parce qu'il commence d'abord avec des drogues douces, puis il passe à des drogues vachement moins douces, voire des drogues dures, jusqu'au moment où il est tellement drogué, où il est persuadé qu'il va aller mourir dans les montagnes du Népal en se piquant toutes les 2 heures, parce qu'il a complètement perdu le sens des réalités. Alors, dit comme ça, c'est peut-être pas très vendeur. Mais c'est un bouquin qui est vraiment très intéressant. Déjà, Charles Duchossois, il faut savoir que c'est pas quelqu'un qui est très attachant. Il est un peu pédant, il est un petit peu arrogant des fois, mais il a le cul bordé de nouilles. C'est incroyable le nombre de personnes qui se prennent d'affection pour lui. Alors, il est décrit comme le grand européen avec des cheveux en bataille, un peu beau, assez charismatique. Donc, je sais pas si... Parce que moi, j'ai vu juste une photo de lui vieux, donc forcément, il n'en voit pas du rêve. Mais peut-être qu'effectivement, il avait cette espèce de charisme qui lui permet d'attirer un peu les faveurs de tout le monde, et il lui arrive toujours il a toujours en fait une bonne issue de tout ce qui peut lui arriver, y compris avec son rapport avec la drogue. Et on a envie de savoir quelle sera la prochaine étape du voyage. On a envie de savoir jusqu'où il va aller à chaque fois qu'il franchit une nouvelle étape, que ce soit dans la descente aux enfers ou que ce soit simplement sur la route. Et c'est un livre qui est vraiment très intéressant parce que ça raconte la période hippie des années 60. Ça raconte des territoires qu'on ne croise plus aujourd'hui. Ça raconte une époque qui est révolue, mais qui est extrêmement intéressante parce que c'était un voyage que faisaient énormément de gens à l'époque finalement, et des gens qui venaient d'horizons différents. Et donc c'est intéressant de plonger dans cet univers. C'est intéressant aussi parce que c'est très explicite sur la consommation de drogue. Donc bon, bah oui, on apprend des trucs, et ça c'est clair. Après, ça donne pas envie de se droguer, hein, parce que effectivement, quand il rencontre donc ce qu'il appelle les junkies, donc les junkies, c'est vraiment le drogué en stade terminal, qui vraiment ne pense plus qu'à la drogue, ne se nourrit plus, traîne dans un coin d'une chambre d'auberge de jeunesse et ne peut plus rien faire d'autre que de se droguer finalement. Et donc il y a tous ces stades-là, et lui, il en profite parce qu'il en est revenu, même s'il a eu du mal, il en est revenu, donc il en profite. Il dit bah voilà comment ça se passe quand on se pique, voilà comment ça se passe quand on se fait un shoot, avec tous les détails qui sont pas très glorieux. Donc ça donne pas envie de se droguer, mais en même temps c'est très intéressant, et il y a une sorte de petite fascination malsaine qui nous pousse à continuer dans le bouquin et qui moi m'a vraiment accroché jusqu'au bout. Voilà, ça a vraiment été un gros coup de cœur. C'est un livre qui fait à peu près combien de pages C'est pas très long, ça doit faire 250-300 pages en poche, et ça se lit vraiment super facilement parce que c'est pas du Balzac, c'est vraiment raconté comme ça pourrait être raconté à l'oral, donc c'est très très accessible, ça se lit vraiment très vite, et voilà, et vraiment je le conseille. Et j'ai une copine qui m'a même dit qu'elle l'avait étudié au lycée, donc visiblement c'est un classique dans certaines mains, et voilà, moi je le conseille vraiment, c'est vraiment dépaysant, et voilà. Alors je suis pas une spécialiste, mais est-ce que ça fait partie de cette mouvance un peu beatnik, comme Jack Kerouac, ces mecs un peu qui expérimentent quoi?
Alors oui et non, parce que vraiment le mouvement beatnik c'est vraiment un mouvement très américain. Moi je suis très passionnée par tout ce qui est le mouvement hippie, j'ai plein de bouquins sur le sujet. Je pourrais vous en conseiller plein aussi. et ça c'est vraiment quelque chose de très américain parce que le mouvement hippie aux États-Unis il n'avait pas du tout la même portée qu'en France ou qu'en Europe. Mais effectivement il y a le côté expérimentation et voyage quoi. Je comprends ce que tu dis dans le côté fascination malsaine, parce que là t'as juste pitché le truc et j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qu'il a fait. Je peux te le prêter si t'as envie. Bah de toute écoute, façon, carrément. Mais du coup le mec il est parti comme ça, mais genre c'est un gros bourgeois à la base ou il est parti comme. Il est pas spécialement bourgeois, mais il avait un peu de sous en poche et puis surtout c'est qu'il a fait à chaque étape de son voyage il a une nouvelle magouille qui arrive. Alors généralement ça trompe. À un moment il trempe à moitié dans le trafic d'armes, à un moment c'est du trafic de drogue, à un moment c'est du trafic de médicaments. Donc c'est le genre de choses qu'il ne faut pas reproduire chez vous sans la présence d'un adulte. Mais du coup, ça lui permet à chaque fois d'avoir assez d'argent pour vivre librement, puisqu'en plus, ce sont des pays où tu peux vivre chichement. Donc, ce qui fait qu'avec $300, il va pouvoir vivre comme ça pendant 6 mois, tranquillement, et se droguer comme un fou, avec plein d'argent, quoi. Et juste, si la période vous intéresse, je conseille juste un autre livre que j'ai lu, du coup, un petit peu plus tôt dans l'année, qui s'appelle Hippie, de Paulo Coelho, qui est pareil, autobiographique, et qui raconte la période des années 60 de Paulo Coelho, où là, lui aussi, il part avec comme objectif Katmandou, sauf qu'il n'y arrivera jamais, et par contre c'est plus un voyage initiatique et spirituel. D'accord. Voilà, qui est vachement bien. Par des romans de Coelho, c'est un peu ça aussi. Bah ouais, ça reste un personnage très ancré dans la spiritualité, donc... C'est une note beaucoup plus douce, après toute cette déchéance de violence et de guerre bon, tu me diras drogue. Oui, la drogue, c'est pas toujours le monde des bisounours, mais... Non, mais... la drogue, c'est mal. Drogue ou celle de Fire Emblem, on sait pas. Je sais pas, ouais, dans tous les cas, tout a l'air interdit au moins de 10. C'est moins de 16 Fire Emblem. C'est moins de 16 Fire Emblem ? Ouais. Mais non. C'est même pas moins de 12 ? Bah non, parce qu'il n'y a pas de cucu dans Fire Emblem. Ouais, mais s'il y a du gros mot, s'il y a de la violence... C'est marrant, je les imagine. Alors je sais pas si c'est l'affichage français que j'ai vu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays qui affichent plus ou moins un peu comme les États-Unis, c'est pour ça peut-être The Boys c'est aussi aux États-Unis. Moi ça m'étonnerait pas qu'il soit moins de 18 aux États-Unis. En France il est moins de 8 ans je pense. Connaissant la France c'est pas un problème. Ouais. Mais je comprends jamais trop les interdictions en France parce qu'il y a des films qui je trouve ont un impact, enfin il y a des œuvres en général d'ailleurs qui ont un impact psychologique vraiment important et qui sont genre même pas interdits aux moins de 12. Alors que et il y a d'autres trucs où c'est des œuvres magnifiques et vraiment oui il y a une scène et ça suffit à te supprimer le truc. Mais on a aussi des critères moraux nous en France. Moi je me souviens très bien quand la sortie de Saw 3 donc je me souviens même plus en quelle année c'était mais on était jeunes à l'époque. C'était jeune et fringant. Ouais. Et en fait, il a été interdit aux moins de 18 ans parce qu'il était jugé comme amoral. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Oui, ce qui est amoral, c'est les transitions flash des années 2000. Bah là, c'était parce que je crois que le héros, à un moment, veut se venger de quelqu'un qui lui a fait du mal. Du coup, ils ont dit, mais c'est pas moral, du coup, on interdit au moins de 18 parce que c'est pas pire. Mais tu interdis tout saut, en fait. Bah, ouais, mais bon, enfin, je veux dire, ça reste une boucherie, donc, je sais pas, tu peux rester cohérent 2 minutes, quoi. Après, globalement, c'est, pour le coup, j'ai eu un coffret Saw une fois, genre au boulot, ils ont dit j'ai un coffret Saw qui le veut et tu dis tiens Morgane elle a bien un film d'horreur. Je me suis retrouvée avec ça. Du coup pour la science je l'ai regardé le 3 puisque j'avais vu le 1 et vaguement le 2 et en fait tu prends Seven, tu l'aplatis avec un rouleau à pâtisserie et vraiment tu l'étales et tu rajoutes du faux sang et voilà c'est ça et du coup c'est de là et tu fais 6 fois le même film. Ouais c'est un peu de la daube et du coup, va y avoir un 9e, 8e... Encore un autre film. Ils en sont au 8e. Du coup, l'affiche, c'est le visage du méchant, genre qui est étalé comme une peau. Ah oui. Oui, exact. Du coup, on peut dire que c'est une vieille peau. Lol. Madame Tsou. C'est ça, le royaume du rire. Sur cette transition visage, du coup... Bon voilà, j'ai pas trouvé meilleure transition. On va passer au sujet de Célia. Toi tu voulais nous parler d'un truc qui avait l'air plutôt rigolo. Oui, alors avec moi on va parler de muscles maintenant parce que un manga sur la muscu, et oui ça existe, vous en rêviez, ils l'ont fait. Alors ce sont Yabako Sandrovic à l'écriture qui a aussi fait Kengan Ashura qui est sur Netflix en ce moment.
et c'est dessiné par Mam. Le manga original est publié, pré-publié même dans le Ura Sunday et édité par la Shogakukan depuis 2016 et la série est en cours avec 7 tomes aujourd'hui. Et moi je suis tombée sur l'animé parce qu'on n'a pas de manga en France pour l'instant. Et l'animé en fait il était diffusé en simulcast sur chez nous donc ADN, Anime Digital Network, qui est une plateforme donc de streaming. Et donc depuis le 3 juillet 2019 il était diffusé une fois par semaine en fait. Et donc on a une totalité de 12 épisodes qui viennent d'être terminés donc le 18 septembre. Alors, de quoi ça parle ? Et on suit donc Hibiki, une lycéenne ordinaire qui adore manger, mais au bout d'un moment, elle rentre plus dans ses vêtements et elle rêve quand même de retrouver son summer body. Oh, par chance, une nouvelle salle de sport ouvre dans sa ville. Quel hasard. Comme par hasard, la Silverman Gym. Donc elle y va pour faire une séance d'essai et puis elle rencontre une de ses camarades de classe, Akemi, qui elle est mordue de sport et commence à lui montrer justement des mouvements, etc. Et elle s'allie donc avec le coach pour lui montrer tous les exercices et tout. Et donc c'est super parce que on a au fil des épisodes vraiment des tutos et c'est rigolo. Enfin, il y a certains entraîneurs, j'ai vu des vidéos YouTube de certains vrais entraîneurs sportifs qui vont dire oui, mais non, c'est pas exactement comme ça. Et il y a forcément des choses aussi où moi je suis pas d'accord, mais en fait je trouve ça hyper motivant et sympa et je sais que les retours qu'ont eu ADN justement suite à cette série, ça a motivé énormément de monde à reprendre la salle. Et on peut se dire que ça peut être assez redondant de se dire tous les jours ils vont à la salle, il y a des exercices. Et non, pas du tout. En fait, à chaque fois ils arrivent à mêler ça à sa vie quotidienne et à toujours amener des nouveaux sujets, des trucs un peu complètement décalés et barges. Et au bout d'un moment, il y a une de leurs profs, sans faire exprès, qui les rejoint à la salle de sport. Au départ, elle se dit « Oh là là, je vais pas faire du sport avec mes élèves et tout, c'est horrible. » Et puis au final, elles sont complètement potes avec leurs profs. Après un moment, pour une compétition de bras de fer, t'as une Russe qui arrive de Russie juste pour s'installer au Japon. Enfin, au départ, elle vient faire la compète de bras de fer et puis finalement, elle décide de s'installer au Japon. Et puis elle se retrouve dans la classe en fait. Donc quel hasard. Voilà, et elle parle couramment japonais. Hein, voilà, donc elle arrive de Russie, elle parle japonais, il y a aucun problème, pas de barrière de la langue, c'est génial. Et deuxième truc fun, c'est qu'à la fin du générique, ils refont encore les exercices comme sur les vidéos dont on a l'habitude, tu sais, où ils te voilà, un peu d'aérobic, où vraiment il va te compter les mouvements et te dire quoi faire et tout. Donc voilà, c'est vraiment c'est super drôle. C'est frais, c'est pour ça que c'était mon coup de cœur de l'été. Donc c'est rigolo et instructif. Oui, ça donne envie d'aller pousser à la salle. D'accord. Voilà. Ça c'est pas mal ça, de donner envie quand même de pousser à la salle juste avec un anime. Moi je trouve ça très rigolo cool. Quand même qu'ils arrivent toujours à se dire sur quoi on n'a pas fait de manga. Les haltères. Et la pétanque. Est-ce qu'il y a un manga sur la pétanque ? C'est sûr. Et je crois, oui. Je pense qu'il existe. Ouais. Non, mais il y a des mangas sur tout. Hein. Non, mais il y a des mangas sur tout. Ouais. On pourrait croire que vu que c'est un manga avec seulement des filles, on va se dire c'est un shoujo et tout. Non, pas du tout. Hein, il est classé en shonen. Et oui, son nom japonais, donc c'est Danberu Nankero Moteru. Et en français ils l'ont un peu raccourci parce que si c'était la vraie traduction ce serait un peu long et oui ils l'ont juste traduit par dumbbell, combien tu peux soulever, sous-entendu d'halter. Non parce que franchement c'est bien de le préciser hein, combien tu peux soulever titre d'halter. Voilà. Non mais en vrai quand j'ai vu ça dans le conducteur je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est pas possible. Et après j'ai vu, je dis ok bon c'est normal, c'est un manga sur le sport, tout va bien, c'est bon. Mais c'est vrai que le titre tout seul, sorti du contexte, on peut se poser c'est assez surprenant. Ah oui, c'est ce qu'on dit, c'est un animé avec du sport dedans, mais ce n'est pas un animé de sport au sens où on l'entend comme pour Haikyuu par exemple, qui sont des séries qui sont plutôt orientées séries d'action avec vraiment des compètes et tout. Non, là on est vraiment sur une série tranche de vie. Oui. Très posé, très feel good. C'est un schéma qui est hyper récurrent dans la Japanime de prendre un groupe de, allez, on va dire 5 choupettes. C'est comme les Power Rangers, c'est très variable. Hein, parfois il y en a moins, parfois il y en a plus. Et de les mettre dans une activité totalement aléatoire et qui généralement va donner envie aux gens de faire de la dite activité. Je pense par exemple à YOLO Camp qui était sorti il y a un an je crois, qui est un animé merveilleux sur le camping. Mais vraiment, où c'est l'histoire de 5 jeunes filles qui préparent leur petit sac, leurs affaires de camping, qui choisissent des lieux et ensuite elles y vont et les décors sont magnifiques et c'est des vrais lieux de la campagne japonaise. C'est extraordinaire. Donc c'est un schéma qui est hyper récurrent et c'est toujours des trucs très feel good.
jamais bien compliqué, parce que c'est pas le but. Le but, c'est que on te met 5 filles attachantes qui vont te donner envie, à toi l'otaku japonais, de sortir de ta piole, parce que c'est ça, c'est le marché. Et voilà, et ça cherche pas plus loin, et ça a pas besoin de chercher plus loin. L'animé de camping, compatible avec Flash ou Le Grand Voyage, mais à ne pas trop associé. Oui, non, quand même. Et le truc, voilà, c'est qu'il y en a pour les garçons pour voir les jolies filles, et puis pour les filles, ben, il y a pas mal de garçons, dont le coach, donc ils sont tout le temps, ils se retrouvent en string. En string. C'est très drôle parce qu'il fait son entraînement et puis s'il prononce le mot poser, il va rentrer dans un état second et puis tous ses vêtements vont se déchirer. Il va devoir poser en fait avec ses gros muscles alors qu'il était de taille normale au départ. Il faut préciser que Machio, du coup l'entraîneur, quand elle dit des gros muscles, c'est plus que dans Hokuto no Ken. Et le mec, il est présent. Ah oui, il est très très présent. Bah, il gagne même à un moment un concours de bodybuilder en fait. Et de cosplay aussi. On va pas tout révéler quand même. Oui, c'est clair. On va arrêter de raconter trop de détails dessus. Et du coup, j'en profite pour passer la parole à Nikuz, qui toi aussi tu voulais nous parler d'un animé manga qui s'appelle Arslan. Oui, Arslan. J'ai regardé ça cet été avec ma copine. On est tombé un peu dessus sur Netflix. La première saison est sur Netflix. Et donc, c'est un manga de heroic fantasy, guerre, intrigue. Donc, qui raconte l'histoire de Arslan, qui est le fils du roi d'un pays fictif qui s'appelle Pars, donc qui fait beaucoup penser à la Perse, et qui est en guerre avec la Lusitanie, donc qui fait beaucoup penser à ces pays d'Occident à l'époque du Moyen-Âge. Donc c'est un peu guerre idéologique des monothéistes contre les polythéistes, les monothéistes qui ont aboli l'esclavage contre les polythéistes qui le pratiquent encore. Et donc on va suivre l'histoire de Arslan, lui qui est le fils qui est un peu tout frêle d'un roi qui est un roi très guerrier, qui a remporté de nombreuses guerres. Et au tout début de l'histoire, donc on suit un petit peu l'enfance d'Arslan, et puis on part quelques années après où ils vont mener une nouvelle bataille contre la Lusitanie, mais aux portes de Pars. Et malheureusement, les Pars vont perdre cette bataille. Le roi de Pars va être emprisonné et son fils porté disparu. Et son fils en fait va être entre guillemets exilé, enfin plus ou moins par la force des choses, et il s'en va avec quelques généraux qui lui étaient fidèles, et donc il va essayer de trouver un moyen de reconquérir son pays, sa capitale, et de délivrer son père. Et donc voilà, c'est toute cette épopée d'Arslan qui va rencontrer plein de nouveaux compagnons qui sont plus ou moins d'anciens généraux ou des stratèges qui vont l'aider à mener d'autres batailles, à rassembler justement une armée. Et donc c'est mêlé, donc c'est un peu une ambiance héroïque fantasy, parce qu'il y a une grande base en fait réaliste un peu. Donc ça rappelle aussi ce qui s'est passé durant nos guerres de croisade au Moyen-Âge. Donc c'est des guerres d'idéologie, tout ça. Il va se rendre compte que tout n'est pas forcément rose, et du côté Pars et du côté lusitanien. Il va aussi voir des bonnes choses du côté lusitanien, et donc il va un petit peu contrebalancer tout ça. Donc c'est assez intéressant. Il y a un petit peu d'éléments fantastiques, mais pas trop. Et donc voilà. Donc en fait à la base c'est un roman qui a été écrit en 1987 par Yoshiki Tanaka. C'est bien ça. Voilà, je prononce bien, et qui était illustré à l'époque par Yoshitaka Amano, qui est un grand illustrateur japonais, notamment les Final Fantasy. On le connaît pour ses couvertures, et puis bon, il a illustré tous les premiers Final Fantasy. Et il y a eu déjà plusieurs adaptations dans les années 90 en animé qui sont moi j'en ai pas entendu parler jusqu'ici. Et en 2013 c'est la dessinatrice Hiromu Arakawa, c'est bien ça, Hiromu Arakawa pardon, qui a fait tout simplement Full Metal Alchemist, un petit truc, voilà, qui a repris cette histoire, donc en la faisant démarrer un petit peu plus tôt que le bouquin, mais c'était selon le souhait de l'auteur, et donc qui a repris cette épopée, et puis ça a été adapté en 2015 en anime. Donc il y a eu 2 saisons pour l'instant, et ça s'est arrêté en 2017, et toujours pas de suite pour voilà.
D'ailleurs, on a le syndrome Hiromu Arakawa, c'est-à-dire que les personnages se ressemblent beaucoup à ses précédents chara-design, ce qui peut être gênant. Par exemple, il y a un personnage très sympa dans cet animé qui s'appelle Darium, si je me souviens bien, et en fait, il ressemble à un bon, comment appeler, Kimblee de Fullmetal Alchemist. Donc voilà, ceux qui connaissent, et c'est l'opposé diamétral du personnage. Ensuite, ce qui est gênant avec Arsène, alors j'adore, franchement, c'est une super série. Enfin, c'est Fire Emblem en animé, donc ça ne peut être que bien. Il y a un point de convergence. C'est la question que je me posais parce qu'il disait il y a une bataille d'un côté de l'autre et finalement les deux côtés sont bons et mauvais, on sait pas, ça ressemblait beaucoup à du Fire Emblem même. Et le souci que tu as soulevé, c'est que à un moment ils avaient continué l'anime avec une saison 2 qui contient très peu d'épisodes et en fait ils se sont rendus compte qu'ils avançaient trop vite par rapport au manga, donc en fait ils ont attendu que le manga revienne, sauf que pour que le manga revienne il faut du temps, plus de temps que pour produire l'animé, donc c'est un peu compliqué pour nous de suivre, sachant que nous avons un seul roman qui a été édité en je ne sais plus quelle année par un illustre inconnu éditeur. Le trouver c'est quasiment impossible. Donc en fait, dès qu'on veut savoir la suite, imaginons par exemple vous avez aimé Game of Thrones, vous pouvez lisez les livres. Là on peut pas se les procurer. Enfin si en japonais. Donc soyez heureux de lire en japonais un bon roman d'héroïque fantasy avec le bon vocabulaire et les kanji. Non. Donc c'est un peu le problème de cette série, c'est on est soumis à l'attente d'attendre les prochains chapitres. Comme beaucoup d'œuvres, malheureusement. Et moi, je mettrais quand même un petit bémol aussi sur la qualité de l'animation. Oui, la CGI qui est immonde. Alors, les CGI, moi, je les ai trouvées assez discrètes, pour le coup, donc ça m'a pas trop choqué, mais par contre, l'animation en tant que telle, il y a des épisodes qui sont superbes, et il y a des épisodes qui sont animés à la truelle, quoi. Enfin, c'est trop dommage. On a l'impression que c'est des épisodes, en plus, qui sont calés un peu au marteau là-dedans. Et c'est vraiment dommage parce que les premiers épisodes il y a des belles batailles, les batailles sont vraiment bien et c'est super cool, c'est pas trop violent, il y a pas énormément de sang, c'est surtout ça pose des questions un peu morales, l'esclavage, l'abolir, c'est peut-être pas si simple que ça. C'est ce qu'il veut faire, mais il va se rendre compte que il y a quand même des gens qui ont un intérêt à ce que ça reste. Il y a plein d'enjeux, et justement, c'est des enjeux que nous on a connus dans toute notre histoire en fait. Donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est dommage que je pense que moi je vais continuer avec le manga plutôt. Je pense. Enfin, je vais continuer la série quand elle sortira, mais le manga, je sais que c'est Hiromu Arakawa et que ça sera son style. Le dessin animé un peu moins. Les personnages sont très attachants. Enfin, personnellement, je les trouve tous très attachants. Et si vous aimez la J-musique, faut savoir que les opening et ending ont été chantés par Overworld, RAOI, et aussi, par exemple, Calafina, et c'était quasiment les dernières pistes qu'ont chanté Calafina avant de se séparer. Donc du coup, pour les fans, c'est le moment de s'y replonger. Et du coup, toi, Nikos, c'est un coup de cœur par rapport à l'histoire? Alors, par rapport à l'histoire, en fait, j'avais vu un petit peu les mangas quand ils étaient sortis, et je me suis dit, Hiromu Arakawa, j'adore ce qu'elle fait, mais bon, j'y étais pas allé plus que ça, mais alors donc là on est tombé dessus sur Netflix, et pourquoi pas, c'est l'occasion de voir un peu à quoi ça ressemble, et non, j'ai vraiment bien aimé. Il y a une bonne progression des personnages, tout n'est jamais blanc et noir, et c'est vraiment sympa, ça se regarde très très bien. Et il faut savoir que cet animé manga a beaucoup de mal à démarrer en France. Il marche très bien au Japon. Et chez nous, on sait pas trop où ça a pêché, peut-être la com. Mais en tout cas, il a beaucoup, beaucoup de mal à démarrer. Alors qu'il est vraiment bien. Enfin, c'est une grande fresque historique. Ouais, alors moi, à la base, justement, j'avais dû y aller un peu à reculons parce que je pensais que c'était une fresque historique, mais vraie histoire. Oui, non. Mais non, il y a quand même... c'est fictif. Donc ça fait un petit peu rêver aussi. Donc il y a quand même un petit peu de fantaisie. C'est pas de la grande fantaisie, mais il y en a un petit peu. D'accord, donc du coup, on va faire un petit coup de pub pour cet animé qui peine à démarrer en France. En plus, vous pouvez le binge-watcher comme des gros porcs sur Netflix, donc du coup, qu'attend-on, hein ? Donc, ça fait déjà 1 heure, les enfants. On va faire une petite pause musicale, n'est-ce pas ? N'hésitez pas à réagir à l'épisode. Vous pouvez bien évidemment laisser vos commentaires sur le site de radiokawa.com sous l'épisode, ou nous écrire sur Twitter à @allocentral avec un En attendant, je vous laisse profiter en musique avec You're in the Band, tiré de la bande originale de la comédie musicale School of Rock. À tout de suite. Yeah! Come on, fast! Come in quickly, don't anyone see you! What's going on, Mr. Schneebly? You want to know what's going on? I will let you know what is going on, Little Miss Sunshine. How come none of you told me you could play music?
What difference does it make? What difference? I thought you all were a bunch of little douchebags. But now I know that you're soul brothers and soul sisters. You, Zach, you ever play electric guitar? No, my dad won't let me. Oh, really? He thinks it's a waste of time. Oh, yeah? Well, let's waste that time together, shall we? Take a hold of your axe and try to pluck out this red. That's good. That's good. Now let your shoulders relax. You don't want to be so stiff. Already better. Yeah. Keep on going, don't stop. Take it over the top. Squeeze out every last drop. Make each note really pop. Give it one final whop. And yes, you're in the band. You, what is your name? Katie. Katie! Turn a cello this way, and it's practically like a bass. Pop the strings when you play, and watch how you shred my face. Whoa, whoa, somebody find my face! She's shredding it off! Oh no, it's right here, it's right here. Keep on rocking each note, grab it right by the throat. Keep the rhythm afloat, don't forget to emote, and that's all that you wrote. Baby, you're in the band. Piano man? Lawrence. If you play the piano, you can play the keys. I only play classical. So just loosen it up and strut your expertise. Take a look at this music and let your mind expand. Woo, woo, oh, yes, yeah. You're in the band. Now, who is going to be my drummer? I play percussion. Yes. Only because he's too stupid to play anything else. Shut up! Shut up! Sit your butt in the skins and try to whack out a beat. That's good. That's good for my grandma, who's deaf. Feel the groove in your pins that slowly turn up the heat. Hey, now he's playing like my grandma who's alive. All right. And now rat-a-tat-tat with the bass and hi-hat. Make it juicy and fat. Yes, exactly like that. And now shut it down flat. Woo! You're in the band. I need a couple of roadies. I need someone on tech who wants to be security. I will. Can I be the stylist? Check. Yes! Mr. Schneebly. I still don't have a job. Well, how about being manager? Is that something you could swing? It means I'm putting you in charge of the whole damn thing. We've got our band. Yes, Freddie, keep playing like that. Katie, look at me. Come in on G. Yeah, just like that. Exactly like that. Zach, my man, look at me. Crunchy chords high up on G. Just like, yeah, that's exactly what I'm looking for. All right, Lawrence, take me to the moon, baby! Yes! Ladies, look at me and do everything I do. Watch. Do, 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 do. Now repeat after me. I pledge allegiance to the band.
Écouter nos émissions, c'est bien. Nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est peut-être encore mieux. Sur Twitter, c'est @radiokawa, RADIOKAWA. Et sur Facebook, c'est facebook.com/radiokawacom, comme radiokawa.com sans le point, RADIOKAWACOM. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour voir l'ensemble de nos publications. J'ai tué ton père. Non, je déconne, c'est une autopromo pour un podcast. Un vendredi sur deux en direct dès 21h sur radiokawa.com, je vous retrouve accompagné d'une ribambelle de chroniqueurs. Super sympa. Leur job, c'est de parler de ce qu'ils veulent comme ils le veulent pendant environ 8 à 10 minutes. Mon travail à moi, c'est de les quizer. À chaque épisode, ils doivent participer à une épreuve inédite et en fin de saison, celle ou celui qui aura le plus de points gagnera quelque chose. C'est le meilleur podcast de l'histoire de l'humanité et c'est un vendredi soir sur deux dès 21h sur Radio Kawa. C'est complètement nawak. Car en fait, c'est ta mère que j'ai tuée. Et ton cousin. Et sa sœur. Et son grand-père. Il est quelle heure ? De retour dans ce 106e épisode d'Allo Central dédié aux découvertes de l'été, nous repartons dans un nouveau tour de table avec toi Meuret qui avait envie de nous parler sortie. Oui, pendant mes vacances d'été, j'ai vécu une histoire d'amour extra-conjugal avec un dessert au chocolat. Je vais mettre un peu, parce qu'il y a une histoire autour de ce dessert. Nous étions donc en Corse avec ma compagne. Il y a toute une histoire, ne vous inquiétez pas, fermez les yeux, allumez une bougie, ça va aller. On était en Corse, comme souvent, parce qu'on aime bien aller là-bas, et qu'en plus elle a une maison familiale là-bas, donc ça aide. Et donc nous étions à l'île Rousse, qui est une petite ville située sur la côte ouest, en bord de plage, la belle vie. Et sur cette plage se trouve un restaurant qui s'appelle le Marinella, donc on peut manger les pieds dans le sable, en regardant le coucher de soleil, enfin la vue est parfaite. Nous avons donc décidé d'y aller avec ma compagne, prendre un bon repas là-bas, et en effet c'était délicieux. Le serveur arrive avec tous les poissons pêchés du jour même, ça se passe très bien, et arrive le moment des desserts, je regarde la carte des desserts et je vois marqué chocolat royal, qui a fait battre un peu mon cœur, puisque le chocolat fait battre mon cœur, et ce qui me sert de ventre. Et donc je demande, dans le doute, comme il y a marqué que ça, je demande à la serveuse qu'est-ce qu'il y a dans le chocolat royal. Sur ce, elle me répond, je vous arrête tout de suite, on n'en a plus. Non. Petite déception, petite déception, je l'avoue, je me suis rabattu sur une glace pour oublier. Mais nous y sommes retournés la semaine suivante, parce qu'on est resté quand même 3 semaines là-bas, cette fois-ci avec de la famille en plus. Et donc j'arrive dans le restaurant, la serveuse, la même, arrive, me voit, elle me regarde, elle me fait n'y pensez pas. Je fais comment ça, n'y pensez pas? Elle me fait on l'a toujours pas. Et je fais non. Et elle m'explique qu'en fait le cuistot, qui est un cuistot qui est pâtissier aussi, en ce moment on fait plus, alors c'est sur la carte mais il en fait plus, elle va l'engueuler pour qu'il en fasse. Donc je lui demande quand même, je lui fais mais il y a quoi dans ce dessert au final, j'ai quand même envie de savoir. Elle me dit bah écoutez, il y a de la ganache avec du chocolat, de la ganache, du chocolat. Je fais mais ça veut rien dire. Elle me fait oui je sais, je l'ai très mal expliqué, je suis désolé. Je fais bon d'accord, on y retournait en 3e semaine avec des amis cette fois. On n'est pas tombé sur la serveuse cette fois-ci, elle était en jour de congé apparemment. Et on arrive au moment de commander les entrées et là un ami à moi qui avait entendu parler de toute l'histoire demande, il fait est-ce que vous avez du chocolat royal? Et la serveuse dit oui bien sûr. Je fais bah, réservez-nous-en 2 s'il vous plaît, au cas où si jamais ça disparaît. Il y avait une grande table de 10 derrière, on sait jamais, prenez-en 2 au cas où pour nous. Donc je passe mon entrée et mon plat à penser qu'à ça. Mais vraiment chocolat royal. Ailleurs je lâche chocolat royal, mais j'ai besoin de savoir est-ce que je vais être déçu, ça fait trop de hype un peu, voilà. Et le chocolat royal est arrivé, je n'ai pas pris de photo malheureusement, je suis désolé, parce que j'étais pris dans cette histoire d'amour avec ce chocolat. Alors en effet il y a de la ganache, il y a des couches de chocolat, de mousse, il y a des fraises au-dessus, il y a un peu de sucre autour de la table, de l'assiette. Et il y en a partout. Imaginez le paradis, imaginez-le en dessert, et donc je l'ai mangé. Ça a été très rapide. Un précoce du chocolat. Un peu trop rapide peut-être, j'en ai peut-être pas assez savouré. J'ai hésité à en recommander un deuxième quand même, parce qu'en général quand on prend un dessert au chocolat, alors je sais pas si c'est le cas pour vous, mais genre un dessert où il y a une sorte de mousse au chocolat dedans, voilà. C'est bon mais ça peut écœurer rapidement. Ouais, souvent. Le chocolat royal, je pourrais je pense en manger 4 ou 5.
Et peut-être je commencerai à être écœuré. Donc ça a été un moment, on était 6 à table, ça a été un moment où en fait il n'y avait plus que moi. Tu sais, comme dans certains films ou certains mangas, tu sais, tout le monde s'arrête, il y a le spot au-dessus qui éclaire. qui éclaire, voilà, c'est ça. Alors j'étais pas en train de perdre mes vêtements non plus, mais c'était presque ça. Il y avait plus que moi et ce dessert. Et ça a été une histoire d'amour assez incroyable. J'ai hésité sur le chemin du retour à l'aéroport à la fin, en disant est-ce qu'on ferait pas un petit détour par le restaurant. Au final on l'a pas fait. Et on va pas se mentir, j'attends le mois de juillet prochain. C'est long, c'est 10 mois avant de revenir là-bas. On est en septembre. En espérant que, oui, on est en septembre. Il sera plus sur la carte. En espérant qu'il soit sur la carte, sinon ça va être ma grosse déception de l'année, clairement. Je ne pense qu'à lui. Et voilà, c'est un peu dur en ce moment dans notre couple. Elle a bien compris que je ne pensais qu'à lui, et voilà. C'était mon histoire d'amour avec le chocolat royal. C'est beau, bordel. Et donc si on veut retrouver ce mythique chocolat, du coup c'est au Marinella sur l'île Rousse. À l'île Rousse, voilà, il y a plusieurs restaurants sur la plage, il y en a un qui s'appelle le Marinella. Tous les serveurs et serveuses ont des marinières. Très bien. Je ne leur en veux pas. C'est voilà, et si vous y allez, vous m'appelez et on y va ensemble. Et donc un petit détail indécent mais pratique, il coûte combien ce dessert? J'en ai oublié le prix. Oh là là. Non, franchement le resto vu la qualité de la nourriture, parce que au-delà du dessert on y mange très très bien, que ce soit des plats de poisson, de pâtes, de viande, vraiment c'est délicieux. C'est pas déconnant, je pense que les entrées, plats, desserts, on est parti sur du 50-60 euros peut-être par personne. Un bon restaurant. Un dessert, ça reste un petit budget quand même. Un restaurant où tu manges les pieds dans le sable, où t'as du poisson frais du jour, on te le cuisine vraiment pour toi. Je trouve pas ça assez... Je pense que le dessert il doit être à 10-15 euros. Oui, il t'installe un spot en plus pour que tu aies la sensation d'être seul avec ton dessert. Voilà, enfin, c'est comme ça n'a pas de prix. Voilà. C'est quand même l'amour créé en dessert, c'est quand même beau. Et puis en amour, on ne compte pas. Voilà, donc il faut y aller. Sur ce, je vous laisse. Et bien sur cette transition amoureuse, on va parler de rien à voir avec Lux. Toi, tu voulais nous parler de l'été au cinéma et notamment de sa partie 2. Exact, pour pouvoir pallier à la forte chaleur qui nous a fait plusieurs fois coucou cet été. J'ai passé mon été au cinéma. Alors j'ai vu plein de trucs. J'ai vu le dernier Spider-Man, j'ai vu le dernier Tarantino, j'ai vu Promare que je vous conseille, qui a souffert de la mauvaise pub mais qui suscite de l'enthousiasme chez nos petits otaku préférés. Beaucoup d'enthousiasme apparemment. Beaucoup d'enthousiasme, il y a des gens qui font des signes avec les bras et tout. Des robots, des pompiers, voilà quoi. Voilà, des robots, des mechas, du feu, de l'action et de la bonne musique, donc c'était très bien. Et donc le dernier film de l'été, même si officiellement on est toujours en été, que j'ai vu, c'est sa partie 2. Donc en plus j'ai eu le plaisir et le privilège de le voir avec Morgane. Et donc déjà petit instant pub, n'hésitez pas à aller écouter l'épisode qu'on avait fait sur la partie 1. Oui. Qu'on avait fait donc il y a 2 ans maintenant, puisqu'il est sorti en 2017. Oui, c'est ça du coup. On avait fait un épisode entier dessus. Et donc là, partie 2, donc réalisée toujours par Andy Muschietti, qui était connu pour avoir réalisé Mama, qui avait eu un fort succès dans les festivals de films fantastiques, et qui a donc réalisé la première partie. Et donc sa partie 2 est sortie le 11 septembre 2019, donc si vous nous écoutez le jour de la sortie, il est encore disponible au cinéma, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Au niveau du pitch, donc si vous avez vu le premier film, c'est l'histoire d'une bande de gosses qui sont en proie à une entité un peu démoniaque qui prend la forme d'un clown, qui vont donc se retrouver à partir à la recherche de cette entité, à essayer de la combattre pour qu'elle arrête d'agresser des gens et notamment des petits enfants. Donc c'est là où nous avait laissé le film dans la partie 1. Dans la partie 2, on se retrouve 27 ans plus tard, donc 27 ans après les événements du premier film, où un des membres de la bande se retrouve à appeler tous ses anciens petits copains qui n'ont absolument aucun souvenir de ce qui s'est passé dans la petite ville de Derry, donc dans le Maine, qui est donc le théâtre des horreurs. Et ils vont tous se retrouver à revenir dans la ville, tout simplement parce que il y a eu une attaque assez affreuse, et Mike en est sûr, il en est certain, ça est revenu. Pam pam pam. Pam pam pam. Donc voilà, on revient dans la petite ville de Derry, on suit les acteurs les personnages qui maintenant sont adultes, dans un film assez long puisqu'il fait quasiment 3 heures, dans lequel on va en fait passer du passé, donc 1989, au présent, donc 2016, puisqu'on suppose que c'est 27 ans plus tard, donc normalement, si je suis pas trop nulle en calcul... Pas 50, les années 50 et les années 80, quoi. Non, voilà, ils ont refait au goût du jour. Ils ont décalé, ouais. Voilà, on se retrouve dans un film qui oscille entre les deux époques et qui offre, dans les deux cas,
une ambiance de fou. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué dans le premier film. C'est vraiment l'ambiance. C'est pas un film d'horreur plein de jumpscares, c'est toujours le cas. Vous avez quelques moments qui vous font sursauter, mais c'est juste parce qu'il y a un truc affreux qui va durer plusieurs minutes qui va arriver. Donc c'est pas du jumpscare à la con, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a tout un travail sur l'ambiance qui est très très cool. C'est un film qui aussi, ironiquement, est assez drôle. Il y a des moments vraiment drôles, on s'attache énormément aux personnages. Le casting est complètement ouf. Outre le fait que les acteurs adultes ressemblent, ont vraiment un air de famille avec les acteurs enfants, ils sont tous très bons. Franchement, ils s'en sortent tous très très bien. Ouais, adultes ou enfants d'ailleurs. Adultes ou enfants, effectivement. Je pense que c'est une des meilleures adaptations de bouquins que j'ai vues. C'est une des meilleures adaptations, en tout cas, de Stephen King. Oui. Puisque pour moi, avec Les Évadés et La Ligne Verte, qui sont deux grandes réussites, ça rejoint, je pense, les meilleures adaptations de Stephen King. Bah, y a des moments où t'as vraiment l'impression d'avoir le livre sous les yeux. Hein. Ouais, au moins on en avait parlé un petit peu à la sortie de la séance. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce film parce que déjà j'ai énormément aimé le livre et j'ai eu la sensation d'avoir été compris en tant que lectrice, puisqu'il y avait des retranscriptions à l'image qui étaient vraiment extrêmement fidèles. Et même dans la manière de narrer les flashbacks de l'enfance à l'âge adulte, c'est très proche de la narration originelle. Et c'est vraiment à voir. Tu parlais de la proximité physique entre les acteurs adultes et les acteurs enfants. C'est aussi beaucoup dans leur jeu d'acteurs où ils partagent des tics de langage corporel similaires. Complètement. C'est hyper impressionnant. Et il faudrait pas oublier quand même le meilleur de tout le casting, c'est-à-dire Bill Skarsgård, qui incarne Pennywise, qui est toujours monstrueux à chacune de ses apparitions et merveilleux. Et c'est peut-être un de mes regrets du film, c'est que je trouve qu'on le voit pas assez sur ces 2h45, ou même finalement à la fin, pendant sans spoiler, mais la grande confrontation finale qui est très riche en effets numériques. Je trouve que ça met moins en avant son jeu d'acteur complètement fou, alors que tu le mets juste dans le noir avec une bougie pour l'éclairer par en dessous, et il te fait tout le film. Magnifique scène d'ailleurs, celle avec la bougie sous le menton. Mais juste pour revenir sur cette scène de fin, en tout cas, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où c'est dommage parce qu'on le voit pas plus, mais c'est vrai que pour le coup, l'entité du clown s'efface au fur et à mesure de la narration du bouquin, donc du coup, ça se tient aussi au niveau de retranscription au cinéma. J'ai 2-3 petites questions, excusez-moi, je prends mon bloc-notes. Vas-y, profite. Je sais que ça a beaucoup déçu par sa fin, je parle du bouquin. Beaucoup de gens reprochent déjà en général à Stephen King d'avoir du mal à finir ses livres, ou en tout cas de bien les finir. Est-ce que c'est très proche de la fin du bouquin, ou ça, pour ceux qui ont lu aussi, est-ce qu'on s'éloigne un peu, ou vous avez pensé quoi de la fin, sans spoiler? En fait, à quelques détails près, c'est assez fidèle à la fin. Ils ont aménagé certaines choses parce qu'il y a des choses qui ne se retranscrivent pas au cinéma, tout simplement parce qu'elles ne sont pas comprises. Elles sont déjà pas comprises en bouquin, donc du coup, voilà, il y a des choses qui n'ont pas été adaptées, c'est tant mieux. Mais globalement, l'idée est là, en fait, et du coup, c'est le plus important, c'est-à-dire que la trame principale, je sais pas ce que t'en penses, Lucille, mais je trouve que la trame principale est retranscrite et la fin, en tout cas, est quasiment similaire à peu de choses près au bouquin. Donc, alors évidemment, par contre, si tu regardes le film et qu'ensuite que tu lis le livre et que tu t'attends à voir exactement la même chose, tu risques d'être un petit peu surpris. Mais pour ça, réécoute l'épisode il y a 2 saisons où on en parlait justement. Mais en tout cas, ouais, c'était une belle découverte. Les effets spéciaux sont trop cool. Ouais, ça passe super bien. Et ce que j'ai bien aimé, alors je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais j'ai eu la sensation qu'il y avait un hommage à plein de films des années 80, notamment un petit passage hommage The Thing. Oui. C'est pour le coup, alors le film m'a pas fait peur parce que moi j'adore les films d'horreur, mais ce film-là me fait pas peur. C'est un film fantastique, surprenant. Mais par contre, ça m'est arrivé un moment pendant le film d'avoir un haut le cœur. Il y a des moments parce que c'était sale. Et moi j'ai du mal avec tout ce qui est vomi, caca, pisse et tous ces trucs là. C'est quelque chose qui physiquement j'ai franchement du mal. Et là du coup il y a un moment où c'était un peu difficile pour moi, mais bon, c'est passé. Moi, je me suis masqué les yeux à plusieurs moments. Tu fais des styles. Moi, je m'étais dit, putain, les meufs, elles sont en mode poker face et tout. Il y a que moi qui réagis, qui bouge. En fait, non, elles se cachaient les yeux. Moi, je me cachais littéralement les yeux. Alors, c'est marrant que ce soit ce genre de scène-là qui vous ait le plus choqué. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est tout simplement la violence très crue de la toute première scène du film, qui, sans spoiler... la scène d'ouverture, qui est aussi la scène d'ouverture du livre, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est aussi dans le livre. D'accord. D'ailleurs, c'est la scène d'ouverture du tome 1. Oui. Et parce que c'est vrai que le bouquin, normalement, en fait, d'un chapitre à l'autre, tu passes de l'âge adulte à l'enfance, et en fait, le point convergent va vers de la narration va vers les égouts, et tu découvres en fait ce qui s'est passé dans les égouts à l'âge adulte et à l'enfance
à la fin du bouquin. Donc du coup, t'as plus de suspense qu'évidemment que dans le film où du coup on va te raconter ce qui se passe dans le premier film dans les égouts. Mais en effet, la première scène, en tout cas, c'est l'introduction du bouquin. Genre bam, allez, bonne ambiance, passe une bonne journée, passe un bon été. Qui est joué d'ailleurs par Xavier Dolan. Oui. Xavier Dolan, oui. Je me disais, il ressemble vachement à Xavier Dolan, mais ça peut pas être lui. Et en fait, c'était lui. Bah si. Voilà. Dernière question, tu dis qu'au début du film, les adultes ne se souviennent plus de ce qui s'est passé. Tout à fait. C'est ça? La seule ils ont plus de chose, souvenirs de Pennywise, tout ça? Non. La seule chose qui leur reste, c'est le fait d'avoir peur. Quand ils reçoivent le coup de fil de leur pote, ils se souviennent plus exactement ce qui s'est passé, mais ils ont peur. Ils se souviennent de la promesse. Et ils se souviennent qu'ils ont fait une promesse parce qu'on leur rappelle qu'ils ont fait une promesse, mais ça reste très vague. Mais ils ont la sensation de peur, ils ont les symptômes physiques de la peur, et c'est vraiment un peu comme si Derry en fait était un endroit magique que une fois que tu le quittes, en fait tu oublies ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que c'est le territoire du cauchemar en fait, et c'est à cheval entre voilà, tu quittes le territoire magique, t'oublies, et en même temps c'est le traumatisme parce que c'est vraiment terrible ce qui s'est passé là-bas, donc c'est pas plus mal. Et du coup, quand il y a les premiers effets du personnage, enfin les premiers mystères qui arrivent, est-ce qu'il y en a un moment qui s'éclame, qui dit ça, c'est vraiment toi? Il a osé. Voilà, je voulais en arriver là, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Il a osé. J'aurais tendance à dire que c'est une blague téléphonée. Et ça se sent. Vous êtes parfait. Ok, ça c'est fait. Mon Dieu, non mais Qu'est-ce qu'on fout là? On a parlé de Fire Oh, les deux nouveaux, ils ont l'air dépités. En vrai, c'est pas une nouvelle, elle est toujours dépitée, donc je sais pas ce qu'elle fout là. Mais bon, je pense que vu qu'elle aime bien Fire Emblem, elle est un peu maso, donc ça doit être pour ça. Merci beaucoup. Non mais ouais, c'est vrai que c'était une belle découverte pour ce mois de septembre, et du coup quitte à entamer un cycle Stephen King pour découvrir les adaptations au cinéma, franchement ça c'est une très bonne option. Je suis d'accord. Du coup on va passer à la suite avec toi Célia, tu voulais nous parler d'une série qui s'appelle Working Mom. Et oui, Working Moms, donc c'est une série canadienne originellement diffusée sur la CBC, mais aussi disponible sur Netflix maintenant. Et donc le pitch de la saison 1, je vous le donne en mille, c'est un groupe de femmes vivant à Toronto qui reprennent le boulot après leur congé mat. On suit principalement les vies de Kate, Anne, Jenny et Frankie. Donc c'est une série super intéressante parce qu'elle soulève énormément de sujets, donc comme l'éducation, le baby blues, donc cette dépression post-accouchement qui peut durer des mois, voire presque même des années. Et donc on a un personnage dans la série qui en pâtit malheureusement. L'adultère, l'allaitement, la confiance dans le couple avec ses enfants, l'autorité, les pervers narcissiques, la surprotection, les belles-mères reloues, ou comme aussi trouver une bonne nounou, c'est un peu compliqué. Cette série, elle est très juste, elle est vachement dans l'air du temps. Enfin justement, voilà, tous ces sujets qui sont abordés, ils sont pas édulcorés en mode ouais, mais en fait c'est pas grave, la vie elle est quand même belle. Non, en fait, la vie elle est dégueulasse là. Tout le monde s'engueule, il y a très peu de couples qui survivent. Tout est montré vraiment sans tabou, et des fois c'est même presque un peu trash, mais parce que ils veulent quand même montrer le côté rigolo de la chose, donc ils poussent un peu le trait. Mais voilà, c'est une série qui est très juste. Et dans la saison 3, parce que donc c'est une série en 3 saisons, la saison 3 elle vient d'être diffusée sur Netflix justement cet été. Elle est complètement déjantée. Alors là ils sont lâchés, ils se sont dit bon, on n'a pas envie que les gens s'ennuient, donc elle est complètement déjantée, on est tout le temps dans des situations complètement loufoques et décalées, et c'est vraiment fun, et c'est vraiment aussi, c'est plutôt une série feel good, et j'arrivais pas à m'arrêter. Enfin, j'attendais le soir pour pouvoir regarder mon épisode ensuite, et c'est pas une série que je pouvais arrêter et puis regarder autre chose. J'étais vraiment focus dessus à fond. Elle est écrite et produite en fait par les acteurs principaux, qui sont Catherine Reitman et Philippe Sternberg, qui sont ensemble dans la vraie vie et aussi donc à l'écran, qui jouent Kate et Nathan. Voilà. Donc c'est une comédie qui va vous réchauffer le cœur et vous rassurer, car oui, vous êtes une super maman. C'est mignon. Et toi, du coup, c'est ce qui t'a plu dans la série, c'est le côté réconfortant en fait des personnages, ou l'attachement. Qu'est-ce qui t'a plu spécifiquement? Oui, il y a un peu de ça, et c'est vraiment le fait que, comme je disais, c'est pas édulcoré. C'est voilà, en fait, c'est le côté un peu réaliste. C'est hyper réaliste, mais en ayant beaucoup d'humour quand même, parce que voilà, ils tournent un peu tout en dérision, et en se disant c'est pas grave, tu vois, genre tu t'énerves pour ça, et en fait tu t'en fais des montagnes, mais au final c'est pas grave, ils te font relativiser, et ça fait du bien.
Ça fait du bien au moral. Mais du coup, ça fait 3 saisons que c'est sur Netflix, mais j'en ai jamais entendu parler. Et ouais, bah moi non plus. En fait, on me l'avait même pas, je l'avais même pas dans mes recommandations. C'est une amie qui m'en a parlé. J'ai dû aller le chercher moi-même, tu sais, en tapant les mots là dans la recherche. Et c'est vraiment une grosse surprise parce que pareil, on voit pas spécialement les bandes annonces, on n'a pas vu de pub, même de pub display sur internet. Donc ouais, c'est un peu. Alors, et je me suis dit aussi, est-ce que ça tient du fait que c'est une série canadienne, parce que je pense que c'est la première série canadienne que je vois de ma vie. Enfin vraiment série télé, parce que bon, on a des dessins animés, il y en a énormément, mais je me souviens pas avoir vu des séries où vraiment ça prenait place à Montréal, Québec, à Toronto. Donc et bon, après c'est vraiment copié des Américains. Enfin tu vois, tu dis pas c'est un peu différent des États-Unis, ils vivent à peu près pareil quoi, tu vois, ils vont chercher leur café le matin qui fait 3 tonnes là et non, c'est super cool. Et la bonne nouvelle, c'est que la saison 4 est prévue pour l'hiver 2020. Donc il y a une saison 4 de prévue. Ouais, d'accord. J'ai trop hâte. Parce que oui, ça termine sur un cliffhanger. Alors chaque saison terminée, bon, sauf la première parce que il fallait qu'il y ait une porte de sortie, mais en même temps pour qu'ils sachent si ça marchait vraiment. Oui. Mais là, les 2 dernières, c'est des gros cliffhangers à la fin. Donc on attend vraiment la suite. Hiver 2020 ou 2019 2020, donc l'année prochaine. La saison 3 c'était cette année, donc ouais, du coup c'est c'est l'année loin, prochaine. quoi. Ça fait un peu plus d'un an à attendre, donc ouais. Je sais ce que c'est que d'attendre quasiment un an avant de retrouver quelque chose qu'on aime. Un chocolat. Le chocolat. T'inquiète pas, Winter is coming un jour. C'est vrai qu'en série en tout cas canadienne, enfin, moi, j'ai pas d'exemple en tête spécifique, à part Le Cœur a ses raisons, quoi. Enfin, meilleure série. C'est vrai. The Best Series Ever. Quand j'étais ado sur KD2A, il y avait une série qui s'appelait 15A sur une école avec. C'est vrai. Et oui, et ben c'est canadien. Oh, grand Dieu. D'accord. Voilà. Tabernacle. Avec des étudiants en sport-études tennis. Je crois que c'est. Et ben voilà une bonne idée de shonen. Non, mais en plus, un shonen sur le tennis, ça existe, quoi. Bah oui. Enfin, tout existe. Hein. Prince of Tennis. Ouais, voilà. Et Baby Steps. Vous les connaissez tous, c'est ouf. Du coup, sur cette transition feel good, je vais passer la parole à Antoine. Toi, tu avais envie de nous parler de Getter Robo de Go Nagai et Ken Ishikawa. Et ouais, ce soir, j'aurais pu vous parler de Promare. J'avais envie de vous parler des pompiers du cul et de vous dire tout le bien que je pense. Des quoi? Des pompiers les pompiers du cul, copyright LOL Japon. D'accord. Je déposerai mon petit chèque à concombre en sortant et vous parler de tout le bien que je pensais de 7h30 de Sakuga. Parce que c'est vraiment que ça. C'est vrai. Voilà, il y a des réactions là chez nous. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que ça y est, enfin, le manga Getter Robo sort chez nous. Je dis enfin parce que ça fait un petit moment maintenant que Isan Manga nous le promettait. Alors au moment où on enregistre cette émission, il n'y a que le premier tome qui est sorti, si je ne dis pas de bêtises, et les 2 derniers arriveront dans les mois qui suivent. Mais si vous traîniez du côté de Japan Expo cet été-là, et ben en fait les 3 tomes étaient disponibles directement sur le stand de l'éditeur. Ne faites surtout pas ça à vos libraires les enfants, ça risque de mal finir. Mais du coup, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'attendais ça depuis très longtemps, parce que qu'est-ce que c'est Getter Robo ? Et ben Getter Robo, donc c'est un manga de Go Nagai, donc le créateur de Goldorak, de Devilman, de plein de trucs un tout petit peu importants dans l'histoire de la pop culture japonaise, et de son comparse de toujours Ken Ishikawa. C'est l'histoire de 3 jeunes garçons qui vont être recrutés à tour de rôle pour devenir les pilotes attitrés des Getter Machines. Les Getter Machines, ce sont 3 jets du turfu qui peuvent se combiner pour devenir ou plutôt puisqu'il y a 3 configurations possibles, Getter Robo, le seul espoir de l'humanité pour combattre les reptiliens. Alors, le pitch a l'air original de ouf, et en même temps, il faut savoir, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est un manga de 1973. Et c'est là l'intérêt principal du manga, c'est que c'est une page entière à lui tout seul de l'histoire du manga et de la japanime. Les deux sont toujours étroitement liés. C'était le manga qui, à l'époque, accompagnait la diffusion de la série animée, mais en étant quand même un peu différent. On n'est pas sur un format de 50 chapitres avec une formule appliquée. C'est quelque chose de très carré, il y a un nouveau monstre à chaque fois, ça dure pas forcément très longtemps, ça dure 3 tomes, comme je le disais, mais ça a un intérêt historique incroyable. Getter Robo, à l'époque, c'était le premier robot géant à pouvoir se combiner, à être issu d'une combinaison. Et à une époque où les robots géants évoluent très vite, et mine de rien, c'était une étape fondamentale pour ce genre. Donc c'est un manga qui a un intérêt historique assez incroyable, même au-delà de ça. Enfin, si tu veux comprendre aujourd'hui la fascination des vrilles dans Gurren Lagann, il faut lire Getter Robo. Si tu veux comprendre comment Hideaki Anno, donc le père d'Evangelion, a eu l'idée d'une des scènes clés de son Gunbuster, il faut lire Getter Robo. C'est vraiment un manga historique, et ça se sent dans l'édition parce que, donc, si vous ne connaissez pas Isan Manga, ils ont l'habitude de faire des éditions qui sont
hyper belle, c'est-à-dire couverture rigide, petite languette pour faire le marque-page, tout ça. Et pourtant, la Gator Robot inaugure leur collection de luxe. Donc on est sur du grand format encore plus luxueux, qualité de papier, j'ai rarement vu ça dans un bouquin. Ça a un coût, c'est 30 balles pièce le tome. Donc ça fait 90 pour le tout. Ça s'adresse clairement à des collectionneurs. Mais quand on est un gros taré de robot géant comme moi, ça n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix. L'amour n'a pas de prix et j'ai envie de dire que ça valait pas mal le coup parce que c'est un manga qui est quand même plein de surprises. Le truc le plus surprenant, c'est clairement la dépiction de la violence qui est très particulière, qui est sans commune mesure avec le pendant télévisé de Gator Robot. C'est une violence qui n'est même plus contrebalancée par le style de manga très années 70, donc qui fait très vieux Disney. Mais là, quand tu vois un personnage tenir la tête de son pote mort parce qu'il en reste plus que la tête et tenir une bombe dans son autre main en disant allez cette fois-ci je vais partir avec toi pour faire une attaque kamikaze, même le style cartoon il suffit pas si tu veux à désamorcer l'horreur du truc. Donc c'est un manga qui est vraiment fascinant, qui laisse un petit peu sur sa fin parce que le final c'est en fait l'ouverture vers la suite qui est un autre manga qui s'appelle Gator Robot G et qui n'est pas encore publié chez nous. Donc maintenant je croise les doigts pour que ce manga en édition limitée se vende suffisamment pour qu'on puisse avoir la suite un jour, mais je ne regrette pas du tout mon investissement. Dis donc, mais du coup c'est hyper limité et on a une date de sortie pour la plèbe. Le premier tome là il est disponible et les 2 autres tomes, si je dis pas de bêtises, ça doit être quelque chose comme novembre et janvier prochain. Oh ça va. Oui, ça va, ça reste raisonnable, c'est pas comme Berserk par exemple. Non mais là c'est surtout les 3 tomes sont déjà disponibles, donc là à Japan Expo j'ai chopé les 3. Donc ils sont imprimés, ils sont prêts, là ils attendent juste de pouvoir les envoyer. Mais du coup les gens qui sont fans et qui sont pas allés à la Japan Expo, ils doivent être deg de savoir que le truc il était disponible quoi. Des os, pas des os. Des os, pas des os. C'est vrai. Alors moi pour la petite histoire j'étais vraiment deg, mais pour autre chose que ils se sont débrouillés, Isan Manga, pour sortir le manga pour Japan Expo parce que il se trouve que Gonagai était là. Donc moi, j'ai chopé mes petits exemplaires. Je me suis dit, yes, je vais aller me les faire dédicacer par Gonagai. Et quand on arrive, le staff de Gonagai dit, ah ben non, en fait, il signe pas les produits officiels. Il signera que son petit shikishi à la noix. J'étais un petit peu salé sur le coup. Il y avait certains auteurs qui faisaient ça et c'est très dommage. Ils sont toujours très serrés les Japonais là-dessus. Alors, c'est pas forcément les Japonais, c'est aussi les personnes qui ont abusé d'année en année à Japan Expo à ramener toute leur collection à faire signer. Donc, en fait, c'est pour ça que Japan Expo aussi impose ces normes-là et c'est également imposé par des managers japonais parce que au bout d'un moment, quand déjà les séances de dédicace c'est hyper fatigant pour les auteurs de manière générale et c'est quelque chose qui se fait assez peu au Japon. C'est très courant chez nous, mais là-bas c'est pas une habitude. Donc forcément, au fur et à mesure des années, en fait, au début les gens ramenaient plusieurs choses à dédicacer. Parfois ils en autorisaient 2-3 parce que ça allait, mais il y en avait vraiment qui ramenaient 10 exemplaires de chez eux. Voilà, il y a des règles qui sont arrivées. Donc après, est-ce que c'est le staff japonais ou est-ce que c'est le staff de Japan Expo ? Je comprends un peu la règle, mais c'est dommage que voilà, pour le coup, t'avais acheté la collection, tu voulais la faire dédicacer et parce qu'il y a eu des abus, finalement ça ne se fait pas. Moi, le staff de Japan Expo m'a dit que c'était le staff japonais, en l'occurrence. En général, tout le monde se lance la balle dans ce genre de mission. C'est ce qui est de bonne guerre, mais en l'occurrence, je trouve qu'il y a peut-être un juste milieu entre interdire totalement les produits officiels et autoriser la signature de toute une collection. Moi, je voulais juste faire signer le premier tome parce que j'avais pris que le premier à ce moment-là, tu vois. Je suis d'accord. En attendant, toi, tu es donc l'heureux propriétaire d'une collection complète à 90 balles. Non signé. Non signé. Non signé, mais toujours aussi bien quand même. Je la rachète à 2 €. Ouais, mais signé ou pas, dans tous les cas, ça reste une œuvre exceptionnelle. Pour toi. Une œuvre vraiment fascinante, à plus forte raison quand ils ont rajouté à l'intérieur quelques planches supplémentaires et même un chapitre entier supplémentaire qui sert à faciliter la transition avec Gator Robot G. Et c'est très perturbant sur le coup parce que le style est radicalement différent. Tu sens que c'est un truc qui a été fait après, mais toujours par les mêmes auteurs, hein. Mais le style est beaucoup plus moderne. T'as l'impression de passer littéralement de Goldorak à Akira, quasiment. Il y a un gap entre les deux qui surprend et c'est très frustrant. Moi, j'arrivais à la fin justement de ce chapitre bonus, qui est même pas le dernier chapitre du manga. Et après, le chapitre suivant, il revient sur l'ancien style et je fais la façon de mettre en page, la façon de raconter. Bon, on est revenu à quelque chose de plus, on va dire, classique. En tout cas, ça donne bien envie. Du coup, on va ronger notre frein jusqu'au mois de novembre pour et janvier pour avoir le truc complet, puisque je sais que je suis un peu monomaniaque, j'ai tendance à plutôt aimer lire les trucs quand c'est sorti au complet. En tout cas, c'est une très bonne info et je trouve ça assez chouette de donner les sources en fait de ce qui a inspiré quand même beaucoup de choses. Gurren Lagann par exemple, j'en avais déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi ça a été un choc. Du coup, je suis assez curieuse de découvrir les origines de cette fascination pour les vrilles. Et du coup, sur cette belle œuvre, sans transition, je vais passer la parole à Marvin et qui va parler de Diaspora de God Link. Alors, pour le coup, je coupe avec tous les autres, je vais parler musique. J'aime bien embêter
tout le monde avec ça. Alors du coup, je vais vous parler de GoldLink, qui est un rappeur de 26 ans qui vient de Washington, rappeur principalement, qui du coup officie dans le milieu du rap et un peu du R&B. Vous pouvez par exemple écouter ce qu'il a fait en écoutant Crew, par exemple, ou Flower, qui sont des musiques très dansantes et très sympathiques. Je suis le Gus depuis 2013 à peu près, lorsqu'il était signé sur le label Selection, donc un tout petit label de musique indépendante. Et il s'en sortait déjà très bien, c'était finalement la tête d'affiche et c'était le seul rappeur signé du label. Donc c'était assez intéressant. Donc pourquoi cet album précisément ? Déjà parce qu'il est sorti en juin 2019 et du coup c'était l'été. Donc ça fonctionne bien. Et surtout parce qu'en fait l'album s'appelle Diaspora tout simplement parce qu'il a essayé de regrouper des gens de la diaspora afro-caribéenne et afro-américaine. Lorsqu'on regarde la tracklist, c'est pas forcément évident à détecter, très honnêtement, parce que des afro-caribéens et africains, il y en a que 2 principalement. Mais les sonorités sur l'album globalement sont vraiment très afro pour le coup. Si on prend par exemple du coup dans l'album, j'ai sélectionné 4 tracks qui m'ont un peu fait mon été en fait. Donc il y a Zulu Screams avec du coup Malik Berry par exemple, pour ne citer que lui, qui est un artiste africain qui est très afrobeat, ça donne envie de danser dès qu'on entend la musique en fait. Je compte pas le nombre de fois où j'ai mis la musique dans mon salon et j'ai fait n'importe quoi. You Say avec Tyler the Creator et Jay Prince, donc pour le coup ici on est plutôt sur quelque chose d'assez rap, avec un clip qui est sorti il me semble début du mois de septembre, une musique très 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 bonne avec du coup Tyler the Creator qui limite mange les 2 autres sur cette track, mais pareil qui envoie du lourd et le clip est très très intriguant, je l'ai toujours pas compris. Ensuite Coke White avec Pusha T qui on a un Pusha T qui est dans la stratosphère et qui sort des phases magnifiques, merveilleuses, moi j'adore, et surtout qui complète bien avec GoldLink. Et Jokting qui est une musique qui penche beaucoup sur le R&B et le rap. En fait, c'est un bon équilibre entre les deux. Donc ouais, GoldLink, c'est vraiment un artiste que j'adore et j'ai vu ses concerts, ça fait 3 concerts que j'y vais. Il y en a un le 21 novembre au Bataclan, je vais y aller, c'est obligé. Et voilà, tout simplement. Voilà, je sais pas, à chaque fois que j'écoute ces musiques, ça me rappelle l'été, ça me donne envie de danser, de sortir, de faire des pique-niques, de me balader. Donc je me suis dit, ouais, c'est lui que j'ai envie de parler ce soir. Et c'est un artiste que tu as découvert comment ? Alors, fut un temps où je traînais beaucoup sur SoundCloud et du coup, par le biais de mes pérégrinations, j'ai trouvé Selection et il y a un ami à moi qui m'a fait hey, tu t'écoutes ça aussi, vas-y, tiens, écoute ça. Un soir de Nouvel An, je sais pas, on était complètement défoncés et il fait écouter ça, il fait hey, c'est pas mal ton truc, vas-y, on va essayer de creuser. Et finalement, je me rends compte que le mec a sorti des vingtaines, des trentaines de musiques pas connues du tout, donc je me suis dit vas-y, on va creuser. Et finalement, je trouve ça super intéressant et là, on est en 2019 et je continue toujours à l'écouter. Il a gagné énormément de visibilité et je suis super content que un mec comme ça, qui est sorti de nulle part, puisse faire le Bataclan. En tout cas, je suis allée écouter pour préparer l'émission et le son est vraiment très très cool. Et les clips sont bien aussi. Ouais. C'est vachement propre au niveau de l'image, donc ça vaut le coup d'œil et un coup d'oreille. Et le seul défaut que je reprocherais à cet album, c'est justement ce que je disais en préambule, c'est que c'est censé représenter la diaspora. Je trouve que ça le fait pas correctement. Il y a des artistes comme Burna Boy par exemple, qui est un peu pour le coup largement plus afro, qui fonctionne largement mieux pour le coup. Mais ça n'empêche pas la qualité intrinsèque du disque. D'accord, donc si on veut prolonger un petit peu l'été, on écoute GoldLink. Écoutez GoldLink et Burna Boy. Il y a plus aucune cohérence dans les sujets, donc Nikouz, c'est ton tour. Non, tu avais envie de nous parler du coup de Shadow of the Tomb Raider ou Tomb Raider 2 comme tu l'as indiqué dans le conducteur. Je vais faire un petit peu les deux, je vais passer assez vite. Je suis un gros fan de Lara Croft depuis les années 90, depuis que Tomb Raider est sorti, mais je suis un fan tout naze parce que j'ai jamais fini Tomb Raider 2. Oh le nul. Donc c'est bien. C'était très dur. Et ouais, mais c'était très dur. Donc du coup, je me suis dit cet été je vais quand même le faire sans faire les vieux codes pour avoir toutes les armes ou pour sauter les niveaux comme je faisais quand j'étais ado, ce qui n'avait aucun intérêt et justement voilà, quand on fait ce jeu là ça prend vraiment toute son ampleur, c'est une ambiance de ouf. Alors aujourd'hui ça peut peut-être paraître
un amas de polygones pour pas mal de monde. Mais non, il faut, si vous l'avez jamais fait, si vous êtes un peu trop jeune, vous n'avez pas connu, mais prenez-le sur GOG ou je sais pas quelle autre plateforme. Je crois que sur Steam aussi il est disponible. Si vous arrivez à le faire tourner correctement sur votre PC, ça vaut le coup parce que c'est un vrai voyage. C'est une autre façon de voir les jeux aussi à l'époque parce que c'est pas les jeux d'aujourd'hui. Elle est très très dure à manier, Lara. Faut sauvegarder souvent. Heureusement, on peut sauvegarder tout le temps parce que vous allez tomber dans des pièges, vous allez lutter contre des ennemis et faire beaucoup de plateformes. Et c'est là l'intérêt du truc, c'est de l'exploration à fond. Il y a plein d'environnements assez différents. Et le jeu est long. Très long. Avant de le finir, vous avez au moins pour une bonne vingtaine d'heures, voire plus, si vous prenez le temps d'aller chercher tous les secrets et tout ça. Non, c'est vraiment, je comprends pas pourquoi je suis passé à côté de ça quand j'étais plus jeune, parce qu'après il y avait plein d'autres jeux à faire, mais bon bref, voilà. Et là, du coup, tu as joué à la version originale. Tu n'as pas joué à un remake, un remaster. Non, alors j'ai joué à la version originale. Ouais, c'est celle qui est sortie, qui est disponible sur toutes les bonnes plateformes de jeux vidéo. Donc celle qui était bien dure à l'époque. Voilà. C'est-à-dire que dès le premier niveau, tu enchaînes un passage où tu te fais poursuivre par des rochers géants. Tu dois en même temps sauter un gouffre avec des pics dedans pour atterrir dans une salle où des murs piquants se rapprochent. Je rigole pas, c'est le premier niveau. Donc voilà. C'est Dark Souls, ah oui, pardon. Et du coup, le synopsis de ce Lara Croft là, c'est quoi Alors, en fait, Lara Croft commence une expédition en Chine parce qu'elle a entendu parler de la dague de Xian. Et donc le premier niveau se passe dans la muraille de Chine. Donc elle va essayer de trouver la cache de cette dague, mais manque de peau, elle se fait devancer par une secte un peu bizarre. Comme d'hab. Une secte italienne qui sont des adorateurs de cette dague, et en fait elle tombe devant une porte fermée qui ne peut être ouverte qu'avec une clé qui se trouve bien évidemment ailleurs. Donc elle va passer par Venise, par le Tibet, par une plateforme pétrolière, par un grand paquebot inondé, enfin un grand paquebot plutôt coulé. Et voilà, il y a plein d'environnements différents et voilà, faut se préparer à en chier. Donc t'as réussi à le terminer du coup ? Ouais, j'ai réussi à le terminer normalement avec la plupart des secrets trouvés dans les niveaux et sans solution. Je veux pas dire de bêtises, j'ai un souvenir très lointain. Est-ce que c'est pas dans Tomb Raider 2 qu'il y avait la fameuse démo dans le manoir Croft ? Ah, il y a toujours ça. Il y a le truc avec le truc de gymnastique. Alors, non mais moi, ce que je retiens surtout cette fameuse démo, pour moi c'est celle du 2 parce que c'était à l'époque les CD PlayStation où t'avais plein de démos et donc j'ai quasiment fait que ça du jeu et ça avait ce principe du servant du petit vieux qui te suivait en permanence et que tu enfermais dans la chambre froide. Exactement. Le petit vieux qui faisait des proutes d'ailleurs. Oui. Qui faisait des proutes et qui tremblait tout le temps avec son petit plateau. Avec son petit plateau et que tu retrouvais partout dans la maison qui te suivait. On pouvait lui tirer dessus aussi. Ouais. C'est le principe, c'est que c'est dans la maison de Lara Croft, c'est là où tu t'entraînes à faire tous les mouvements. Donc elle est présente dans la plupart des Tomb Raider de cette époque, jusqu'au 4 où ils changent un petit peu le concept. Mais voilà, donc en gros, si tu veux t'entraîner, tu fais la maison de Lara Croft, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre les mouvements. Je crois qu'à l'époque, j'ai passé plus de temps dans la maison à faire de la gymnastique plutôt qu'à faire le truc parce que j'avais peur des loups. Voilà. Enfin, je sais plus si c'est dans celui-là où il y a des loups ou quoi, mais en tout cas, enfin, les bestioles à l'époque, enfin, il y a rien qui t'explique où t'as pas de sens de l'araignée à la con, tu sais, qui te dit genre attention, dans 100 mètres tu as une bestiole. Non, là à l'époque tu te le prenais de plein de fouet, c'était un gros polygone qui te bouffait le cou, tu vois, et c'était sans pitié. Et pour rajouter un petit peu à ça, en fait, qui est très très bien dans ce jeu, c'est l'ambiance en fait, parce que t'as pas de musique, très peu, t'as vraiment des sons d'ambiance et tu t'évolues comme ça, tu dois regarder partout, tu dois vraiment et c'est vraiment ce côté exploration que j'ai vraiment aimé, et cette ambiance un peu pesante où tu te retrouves un peu toute seule. Alors bon, la nouveauté dans le 2, c'était que par rapport au premier où tu combattais que des animaux, bon là tu combats un peu des humains, des un méchants. petit peu plus violent quoi, donc mais bon, c'était peut-être un peu le côté marketing qui a fait
à l'époque. Moi, je veux juste faire un gros +1 parce que Tomb Raider 2, c'est le premier jeu sur PC Windows auquel j'ai joué et j'y ai passé de très 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 nombreuses heures et du coup, t'en entendre parler, ça me donne vraiment envie d'y rejouer. Et comme tu disais, il n'y a pas le sens de l'araignée et moi, je me souviens que je jouais tout le temps avec mon flingue et il y a souvent des phases de labyrinthe très sombres et je me souviens que jamais je ne prenais la torche, je gardais toujours mes flingues parce que j'avais toujours peur qu'il y ait un truc qui surgisse et je tirais dans le noir pour pouvoir faire de la lumière et pour savoir où j'allais, tellement ça pouvait faire flipper de se dire il y a un truc qui va débarquer, je sais pas quand, mais il y a un truc qui va débarquer. En vrai, ils font ça dans les films d'horreur aussi, ils tirent dans le vide parce qu'ils ont peur et en fait c'est encore pire parce que ça fait un effet stroboscope. Mais bon, c'est une technique. Hein. Et après, je sais pas si j'ai le temps de passer un petit peu sur Shadow of Tomb Raider. Donc celui-là, je l'ai commencé aussi cet été parce que bon, il était en promo et que il fallait que je le fasse de toute façon parce que même si j'apprécie peut-être un peu moins les derniers Tomb Raider qui sont sortis par le tout premier qui est le tout premier reboot qui est sorti en 2013 que j'avais trouvé formidable. Les deux autres qui sont sortis donc Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider, ils m'ont vraiment déçu. Donc c'est en fait déjà ça ne réinvente par rapport au premier reboot qui est sorti. Ça reste à peu près le même jeu. Et dans Shadow of the Tomb Raider, donc ça se passe un peu dans une ambiance donc sud-américaine, donc chez les Aztèques, chez les Mayas. C'est la jungle. C'est la jungle. Lara est devenue une vraie prédatrice, donc vraiment elle peut. Il y a des phases d'infiltration où tu te roules dans la boue et que tu te caches dans les murs. Et donc c'est très sympa à jouer, mais alors au niveau de l'histoire, j'ai trouvé des trucs très très dérangeants niveau un petit peu ingérence dans les ethnies quoi. Enfin c'est-à-dire que déjà de base le jeu commence parce que c'est Lara qui a retiré une idole de son socle et qui a provoqué l'apocalypse. Et bon, après c'est pas bon, donc du coup voilà, enfin elle doit réparer ça, donc ça part à peu près bien, mais bon, elle se retrouve à être ingérée dans des histoires entre deux tribus. Alors je veux pas dire Maya, non c'est pas Maya, c'est Inca peut-être. Inca, voilà. Ouais, parce que oui, en fait elle visite à peu près les trois comment dire, civilisations en fait, mais il y a vraiment un problème d'ingérence, j'ai envie de dire. Ça fait un peu bizarre, ça fait un peu la Lara blanche trop forte qui va un petit peu de botter le cul aux méchants aux méchants Incas. C'est un peu bizarre. C'est vrai que j'ai quand même préféré celui où elle casse la gueule aux Russes. C'est quand même vachement plus sympa. Non, mais voilà, c'est un peu bizarre. Enfin, par rapport au premier où il y avait vraiment un pitch assez intéressant, ces deux autres sont. Les trois, c'est toujours bonjour, je m'appelle Lara, je viens voler des trésors. Bon, Tomb Raider, hein, voilà. Oui. Mais et genre, mince alors, il y a un grand méchant mec qui vient et qui me devance et qui me vole mon truc. Mais du coup, j'ai déclenché un truc qu'il fallait pas. Oh là là. Ouais, c'est ça. Bon. Alors on peut pardonner les histoires un petit peu légères des premiers Tomb Raider des années 90 parce que c'est un peu un côté pulp et voilà, c'était l'époque. Et aujourd'hui, sur le propos m'a dérangé en fait. Mais par contre, ce qu'on peut pas leur enlever à ces jeux-là, c'est qu'ils sont très beaux. Oui. Alors. C'est quand même. Enfin, celui qui se passe plutôt en Russie, je l'ai trouvé très très joli. J'ai commencé le Shadow. Ouais. Oui, c'est ça, le Shadow of the Tomb Raider, qui est quand même pas mal. Enfin, pour le coup, il y a une ambiance soleil couchant qui est sympa. Ouais, il y a des beaux décors, tout ça, sauf qu'elle a juste le défaut de passer après Uncharted 4, quoi. C'est ça. Alors, au niveau des visages, tu fais ah ouais, non, mais en fait, Uncharted 4, là, ils ont juste tué le game, donc là, on a l'impression que Lara, elle louche. Enfin, les visages sont pas vivants du tout. En plus, il y a un mode où on peut se prendre en selfie. Ça fait des trucs très très dérangeants. C'est très très bizarre ce jeu. Je trouve que c'est un peu un ratage. C'est un peu déséquilibré. Ouais. Et de manière générale, le problème des nouveaux Tomb Raider, on va dire vraiment dès le premier du reboot, c'est qu'il s'inspire énormément d'Uncharted, qui lui s'inspirait de Tomb Raider. Hein, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais en fait, il n'apporte rien de plus que ce qu'apporte Uncharted. Peut-être qu'il y avait un effet de nouveauté au moment du reboot, mais je reste quand même très sur ma faim parce qu'il y a beaucoup de gunfight inutiles, comme il y en a aussi dans Uncharted. Hein. C'est plus dense encore que dans Uncharted, et donc ça m'avait un peu sorti du. Le jeu est sympa,
ouais. Mais à comparer les deux, je préfère Uncharted. C'est un peu différent d'Uncharted dans le fait que au niveau de l'ambiance, c'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus sale, c'est quand même des plans. Ce qu'on peut lui apporter, c'est qu'il y a, dans chacun de ces Tomb Raider, il y a au moins 2 ou 3 phases où il y a des plans photos qui te font penser à Apocalypse Now ou des trucs comme ça qui sont vraiment géniaux. Uncharted, j'ai moins vu ça. Mais par contre, voilà, il y a une ambiance plus sombre. Alors, je n'ai pas fait ces 3 jeux en question, mais j'avais cru comprendre que, surtout pour Shadow of the Tomb Raider, il y avait un petit peu de retour de l'exploration qui manquait aux 2 premiers et qui manque au Uncharted. C'est le cas finalement ou pas? Parce que oui, alors il y a pas mal à explorer. Les tombeaux à explorer sont vraiment sympathiques par rapport aux 2 autres qui ont été un peu simplistes. Le Rise était pas mal quand même, je trouve. Ouais, je sais pas, j'ai pas plus à explorer. Ouais. Moi j'étais en admiration. Et là pour le coup c'est le genre de jeu où je mettais le son à donf parce que du coup t'as cette espèce de musique où tu découvres un truc religieux de dingue où vraiment t'arrives et là t'as une vallée qui s'étend devant toi, c'est trop beau quoi. Et bah alors dans Shadow of Tomb Raider tu vas ça t'apporter encore plus quoi. Il faut que je poursuive du coup. Ouais. Il y a du craft du coup il me semble dans ce Tomb Raider là, mais du coup comment c'est géré parce que moi j'ai fait le mode un petit peu, je crois que j'étais en mode normal. Les combats, je les ai mis en mode facile et en fait, tu ramasses plein de plantes, plein de caisses ou des trucs comme ça. Et finalement, tu te retrouves très très vite avec beaucoup de loot et tu craftes assez vite finalement des upgrades pour tes armes. Tu montes assez vite tes niveaux aussi. Tu acquiers des nouvelles capacités. Alors ça va, ils ont réussi à rester cohérents par rapport aux 2 autres. Donc les capacités que tu gagnais dans les autres, mais que t'as déjà au début, plus ou moins. Ça va, ils ont réussi à bien faire la transition. Mais après, t'en gagnes de nouvelles, donc des capacités de prédatrice, des choses comme ça, pour passer un peu plus inaperçu. Ça mise un peu plus sur l'infiltration que sur l'action, par contre. Ouais. Oui, c'est vraiment, tu gagnes des poids de compétences qui sont genre, tu peux attraper un ennemi qui est au sol et le pendre à une liane, tu vois, ce genre de truc. Ou alors tu t'arrives et puis en mode, t'es genre, youp là, t'arrives, tu remontes, tu redescends, tu l'as pendu, hop là. Elle a changé, Lara Croft. Elle est devenue dangereuse, hein, clairement. Elle est devenue dangereuse, mais voilà, c'est au point de déclencher l'apocalypse. Hein. Voilà. Je dis ça. Mais il y a un petit fond de remise en question sur son histoire, sur son passé, tout ça, mais c'est assez mal branlé, donc assez mal foutu, pardon. C'est pas très grave. Donc ouais, c'est dommage. Ouais. C'est très très dommage. C'est pas la même équipe qui avait fait les 2 autres, de toute façon, qui est passée derrière. C'est l'équipe qui avait fait Deus Ex Human Revolution et Mankind Divided. Ouais, voilà. Et ils sont largement meilleurs à ce niveau-là. Quoi. Donc du coup, entre Tomb Raider 2 et Shadow of the Tomb Raider, tu vas plutôt conseiller le rétro. Voilà, le rétro. Ouais, en fait, oui. Pour la difficulté, mais pas la beauté. Si vous êtes un peu curieux, vous allez télécharger la démo de Tomb Raider, la Dague de Xian. C'est un gars qui est tout seul, qui a essayé de faire un remake de Tomb Raider 2. Il a fait que le premier niveau. Et c'est magnifique. C'est une démo téléchargeable sur téléchargeable et le jeu se fait en mode enfin je sais pas si vous avez déjà joué à Tomb Raider Legend, Anniversary ou des trucs comme ça. Ça reprend le même gameplay et c'est magnifique. Ouais, il a fait un taf de ouf. Ah, c'est pas mal. En tout cas, oui, votons rétro. Mais même si si vous aimez aussi les choses avec les jeux avec des beaux décors, c'est quand même sympathique. Moi, pour le coup, je n'ai pas d'éléments de comparaison puisque je n'ai pas joué à Uncharted. Donc du coup, j'ai apprécié la beauté du jeu de Tomb Raider. Mais ça vaut le coup quand même d'y jeter un œil parce que c'est quand même tout à fait sympathique. Et du coup, pour terminer cette émission, nous terminons par le non moindre Azura. Toi, tu avais envie de nous parler d'un drame. Oui, mais d'abord, je vais vous parler de la fondatrice du studio dont on va parler, du drame. D'accord, oui, donc c'est pas encore le drame. D'abord, on parle de... Je préfère rester sur le positif, en fait. Donc, je vais vous parler de Yoko Hata, qui est une peintre japonaise, qui s'est mariée un jour, comme certaines personnes le font, et elle s'est installée du côté de Kyoto. Et elle s'ennuyait. Enfin, bon, le mariage, hein. Parfois. Il y a des gens pour qui ça se passe bien. Oui, aussi. et félicitations Morgane pour ton mariage, en fait. Tout va bien. Qui était cet été aussi. On en a pas parlé en coup de cœur encore. Mais... Pour l'instant, ça fait qu'un mois, donc ça va. J'ai pas eu le temps de m'ennuyer. Et donc, elle commence une activité. Elle reprend pas vraiment la peinture, mais en tout cas, elle va peindre des celluloïdes. Et petit à petit, en fait, elle va former un groupe de femmes pour ensuite travailler pour différentes missions autour de l'animation japonaise, comme on faisait à l'époque, donc les celluloïdes. Et petit à petit, elle décide de
de monter un studio qui va s'appeler Kyoto Animation avec l'aide de son mari. Et donc voilà, maintenant que je vous ai dit le nom du studio et même on a un peu teasé, vous vous doutez de pourquoi je vous parle de cela. En gros, Kyoto Animation, ça a été au cœur d'un drame de cet été où alors on appelle ça un décès équilibré, il n'y a pas encore eu le procès, mais quelqu'un a mis le feu au studio. Et comme on était sur un vieux bâtiment japonais de Kyoto, tout s'est embrasé très très vite et le Japon a connu un des drames les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale avec actuellement 35 décès. Et sans compter les blessés et l'impact qu'il va y avoir par la suite, c'est-à-dire l'inhalation des fumées. Enfin, c'est des choses qui s'observent également sur le long terme. Le studio a brûlé, tous les archives papier ont brûlé et les Japonais ont réussi à sauver un des serveurs pour sauver les travaux. Mais ça n'empêche que pas mal d'animateurs, notamment clés du studio, sont décédés. Et plutôt que de m'arrêter sur cette news qui est quand même pas très réjouissante, j'aimerais parler de tout ce qu'a apporté Kyoto Animation en tant que studio. Tout d'abord, c'est une esthétique particulière, très fine, avec beaucoup de lumière et beaucoup de beauté, donc aussi bien graphique, comme avec Violet Evergarden, qui est admirée pour ça, et aussi pour son récit, même si c'est une adaptation de light novel. Alors Violet Evergarden a des défauts, mais est très très touchant. Il y a des épisodes qui, si vous voulez pas passer un bon moment ou pleurer comme une madeleine, enfin ça a toujours un bon fond, même si ça fait pleurer un animé de Kyoto Animation. Par exemple Silent Voice, qui parle du harcèlement scolaire et qui est un très très beau film qui apporte des mots ou même des visuels sur ce qui n'est pas facile à exprimer. Et c'est également des animés beaucoup plus légers, comme je vais penser à Free, oui, j'aime beaucoup Free. Free, c'est le good feeling de Kyoto Animation. C'est du slice of life, et même Kyoto Animation, c'est toujours c'est beaucoup de slice of life qui mettent de bonne humeur et qui nous poussent à aller de l'avant avec un peu de fanservice dans Free, mais il y en a pour tous les goûts. Il y a d'autres séries qui sont plus pour la gente masculine. Et il y a aussi des séries qui sont juste un peu faux-folles, comme Yoka. Yoka, qui était où on suivait un groupe, comment on pourrait appeler ça ? C'est les groupes scolaires au Japon, en fait, les clubs. Et là, c'est un club de littérature et les personnes parlaient de livres avec beaucoup de passion. Enfin voilà, Kyoto Animation, c'est la beauté visuelle avec la magie de l'écriture, de l'animation japonaise, et on espère qu'ils vont continuer. En tout cas, ils sont censés continuer par la suite. Ouais, ils ont annoncé qu'ils allaient continuer. Je précise aussi que Kyoto Animation, ils ne faisaient pas fondamentalement que de l'animation, ils avaient aussi toute une partie dédiée à la publication de romans, et ça fait 10 ans maintenant qu'ils organisaient tous les ans, ils l'ont juste fait sauter cette année à cause de un petit peu ce qui s'est passé, des concours de romans qui leur permettaient ensuite donc de publier les 10 romans et de trouver parmi eux de nouveaux matériaux à adapter. Free et Violet Evergarden sont issus de ce programme, notamment. Et Kyoto Animation, c'est aussi une entreprise japonaise où il y avait énormément de femmes, ce qui... on connaît le Japon, donc c'est important de préciser, et même en France parfois. Bref, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, il y a beaucoup de femmes dans ce studio. Et c'est un studio qui avait quand même une politique de ne pas être agressif, parce qu'il y a tout un débat maintenant autour de l'animation japonaise et l'impact que ça a sur la santé des animateurs, à cause des rythmes de parution et des horaires, les crushs tardifs. Et c'était un des studios qui pratiquait le moins cette maladie du crush. Bon, il devait certainement pratiquer, mais en tout cas, il était dans les bons élèves de manière générale. Donc bon. Mais si vous ne savez pas quoi regarder, vous pouvez faire quasiment tout Kyoto Animation. Vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira ce soir. Donc du coup, là, ils ont, malgré ce drame, ils ont quand même réussi à retrouver quand même des archives de ce qu'ils ont fait, au-delà des archives papier, du coup. Leurs travaux en cours, essentiellement. Il y a le film de Violet Evergarden qui se base sur un des light novel qui est sorti. D'ailleurs, ça a donné l'occasion de récolter des fonds, il y a eu il y a eu un grand mouvement de solidarité au Japon, car c'est un studio qui est assez important. Par exemple, des collectes dans les Animate, qui sont des gros stores japonais avec des mangas, presque tout ce que vous voulez autour de la pop culture japonaise. Donc ils ont réussi à retrouver des éléments. Après voilà, ça remplace pas les vies perdues, mais en tout cas le studio peut essayer de se relever, et on espère, parce que beaucoup de Japonais ont témoigné tout ce que ça avait apporté, le fait de découvrir des histoires à travers l'animation japonaise, que parfois ça avait évité certains drames, parce que oui, la culture aide les gens, et on le dit pas assez. Et toi, du coup, parmi leur œuvre, t'en as cité quelques-unes, t'en as une que tu préfères parmi d'autres ? Alors, je peux te dire celle que je préfère un peu plaisir coupable. J'aime beaucoup Free. Okay. C'est vraiment good feeling, et de temps en temps, on a juste besoin de ça, de prendre son cerveau, le poser à côté, et juste regarder un truc que good feeling, où on va pas réfléchir. Mais sinon, Silent Voice, vraiment.
D'accord. le meilleur film sur le harcèlement scolaire. Je me permets, il y a rien de honteux à aimer Free. Vraiment, c'est vraiment pas un truc que je peux classer dans les plaisirs coupables parce que c'est juste vraiment chouette. Il y a pas assez c'est pas assez graveleux pour être un peu honteux, tu vois. Et du coup, je fais juste petit aparté vu que t'as la parole. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement ce que c'est Free, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, notamment peut-être les auditeurs. On a parlé de beaucoup de sport ce soir. On a parlé de beaucoup de sport. Bah là, on va reprendre le même principe, sauf que là, c'est pas 5 jeunes filles, c'est plutôt des groupes de garçons dans un club de natation. Donc c'est un animé qui parle de natation. Donc si vous aimez la piscine et les beaux garçons, vous pouvez y aller. Ou même si vous aimez juste la piscine, ça marche très bien aussi. Et vraiment, c'est très doux, c'est très non, c'est super. Il y a pas de fan service un peu douteux. Okay. Il y a du sous-entendu. Oui. Voilà. Après, Kyoto Animation a fait quand même des trucs qui sont cultes maintenant. Par exemple, Alois Suzumiya no Yutsu, qui est On, Lucky Star. Donc moi, je comprends cet élan de solidarité qui a été porté au Japon, parce que ils ont fait des trucs mais qu'on peut encore regarder aujourd'hui, ça vieillit assez bien, je trouve. En fait, le propos ne vieillit pas, c'est des choses qu'on rencontre encore aujourd'hui, et c'est toute la force qu'a ce studio dans sa narration. Moi je ne connais pas très bien, j'avoue, donc c'est pour ça, donc alors plutôt que de parler du drame, parler de tout ce que ça a apporté pour des millions de personnes. Bah, je pense que ce qu'on pourra faire, c'est lister une partie des œuvres sur la page de l'émission pour les curieux, pour faire un peu de publicité, pour redécouvrir un petit peu ces choses-là, parce que moi j'avoue, je n'y connais rien. J'ai vaguement vu passer, par exemple, notamment des choses qui sont passées sur Netflix, genre Violet Evergarden, il me semble que j'ai vu passer. Très beau, franchement c'est... Est-ce que tu as vu passer Maid Dragon? Ouais, c'est génial. Et bah voilà, ça c'est eux aussi. Ah ouais, putain, mais ça du coup, c'est attends, resitue-moi l'histoire, c'est bien le truc avec les pilotes? Non, ça c'est Pilot Dragon, Isamian Maston, ça c'est un petit bijou, mais c'est Studio Bones. Autre chose. Non, Maid Dragon, alors c'est pas sur Netflix, c'est sur Crunchy. Ah, ok. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas vu passer sur Netflix. Et c'est un anti-isekai, c'est-à-dire que c'est des personnages fabuleux qui débarquent dans le monde réel pour en vivre toute la banalité. Donc là en l'occurrence, c'est des dragons qui prennent forme humaine, et notamment une dragonne qui va être l'héroïne, qui s'appelle Thor, qui devient une soubrette et qui veut se mettre au service de l'humaine tout à fait banale qui un jour par pur hasard lui a sauvé la vie. Ok, bah le pitch est marrant en fait. C'est très rigolo. Bah, c'est marrant. Enfin moi je pense que j'irai jeter un... De toute façon il m'avait bien pitché Crunchyroll la dernière fois Crunchyroll, c'est en la me disant vie. que voilà, c'était un petit paradis sur terre. Il y a Jojo. Voilà, que c'était l'équivalent du chocolat royal de... Ils ont tout Gintama. Ils ont plein de dramas. Voilà, et du coup, et en plus c'est légal, et du coup ça fait du bien aux œuvres, et bref, il y a plein de bonnes choses qui ressortent de ça. Cet épisode n'est pas du tout sponsorisé par Crunchyroll. Ah bah de toute façon c'est Netflix, hein, donc... Netflix en généralité, oui. Donc là on a fait une entorse, on a parlé d'Amazon Prime, attention. Et du coup il y a aussi Wakanim, non? Mais entre Wakanim, Crunchyroll et d'autres plateformes. Et ADN. Moi je suis ADN. ADN. Et d'ailleurs on n'a pas parlé du fait que on va faire gagner un code ADN. D'un mois, vrai. du coup, pour faire découvrir Dumbbell, voilà, dont on parlait en première partie d'émission. C'est vrai, tout à fait. On a juste complètement oublié, complètement zappé. C'est vrai que du coup, au moment de la sortie de l'épisode, du coup, on vous posera une petite question et vous aurez la possibilité de gagner un petit code pour accéder à ADN. C'est ça, hein? Oui, Anime Digital Network, du coup, la plateforme de streaming pendant un mois. C'est ça. Et du coup, vous pourrez binge-watcher comme des gros sales. Voilà. Bon, c'est mieux de terminer sur une petite note positive où on encourage les gens à aller découvrir des choses. Donc, on encouragera des gens à découvrir en remettant du coup la liste des œuvres sur la page de l'émission. On encourage les gens à regarder en faisant gagner un petit code où du coup, bien entendu, il y aura une question qui aura un rapport avec ce qu'on s'est dit dans l'émission. C'est le moment de se quitter. Déjà, voilà. C'est le premier épisode de la saison, mais il y en aura d'autres. Oui, bien entendu. En tout cas, je voudrais tous vous remercier d'être venus. C'était très très bien pour faire cette introduction de l'année. En plus, vous êtes extrêmement nombreux. Merci. Donc, je suis très contente. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, les nouveaux. Ça a l'air de... En tout cas, vous avez l'air bien installés. Oui. Ah, moi, je bouge plus. Moi, voilà, je ne vois pas de détresse dans vos yeux, donc ça a l'air d'aller. Donc tout va bien. Merci Azura. Merci à toi, comme d'habitude, pour cette nouvelle année, plein de podcasts. Mais oui, ça va être génial. Merci Antoine. C'était un plaisir. Mais oui, et en plus, t'as une voix très agréable dans mon casque, donc du coup, reviens quand tu veux. Merci Murray. Merci à toi. Tu m'as fait beaucoup rêver avec ton chocolat royal, donc c'est pareil. Je te pardonne tous tes affronts d'avant l'épisode. Merci Nikouze. Merci à tous. Jusqu'où vous poussez tes cheveux? Il n'y a plus limite. Sky is the limit. Ah, bon bah très bien. J'ai hâte de voir d'ici juillet prochain.
Merci Lucille. Merci à toi. Et quand tu veux, pour qu'on se refasse un petit cinéma. Oui. Merci Marvin. Merci à toi de nous accueillir dans cette merveilleuse émission. Ben oui, et j'ai bien entendu ton petit appel quand j'ai parlé d'épisode musical et que tu as fait genre quoi épisode musical. Je serai là. Donc du coup, pas de problème, je vais en programmer un très très bientôt. Pas de souci. Et merci Célia. Merci à toi. Et j'espère que ça t'a plu et que tu reviendras très rapidement. Non, en fait, je pars maintenant. Allez, salut. Allez, salut. C'était vraiment nul. Hein. Merci pour le poisson. Je pense que je vais reprendre le passage où on a galéré et je vais en refaire un petit remix en mettant du dubstep derrière. Tu vois. Ah oui. Québec. On s'excuse pour tous les amis québécois. Je vous aime les Québécois. Non, je vous aime les Québécois. Plus sérieusement, c'est super, je suis très contente d'être là. Voilà. Très bien. Sur cette note d'amour pour la radio et pour le Québec, Allo Central est une émission produite et réalisée par Radio Kawa. On se retrouve le mardi 29 octobre pour un nouvel épisode d'Allo Central dédié à la grosse frousse, à la trouille, à la panique dans ton slip. Vous l'aurez compris, nous parlerons d'Halloween. En attendant, on se retrouve 24h/24, 7 jours sur 7 en téléchargement ou streaming sur le site de radiokawa.com. N'hésitez pas à réagir à l'émission, à partager à vos amis, vos voisins, vos collègues ou à votre nouveau camarade de promo parce que vous pressentez qu'il a bon goût. Tout ça en nous mettant des petites étoiles sur iTunes. Et pour terminer, nous vous ferons plein de bisous. Bisous, 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 ASMR. Tu vas, Toronto.